Madame, Monsieur, bonsoir. Heureux de vous retrouver dans le cadre de cette émission Cartes sur table sur STV. Il est 21h05. Nous irons jusqu'à 23h dans le cadre du débat de ce soir avec deux thèmes principaux, évidemment liés à une actualité assez récente. On parlera grandement de la subvention des produits pétroliers pour lesquels le Cameroun et le FMI se montrent en désaccord. C'est du moins ce qu'on peut retenir de la dernière mission des cadres du Fonds monétaire international, ici en juin dernier. Et du coup, on a également observé par ailleurs que le Cameroun a augmenté sa capacité de subvention de ces produits-là. Il faut dire que le Fonds monétaire ne regarde donc pas d'un bon œil cette décision prise par le gouvernement de faire exploser les subventions à la consommation des produits pétroliers dans un contexte de renchérissement des cours mondiaux du brut, à l'effet de maintenir inchangés les prix à la pompe. Et l'institution de Bretton Woods l'a fait savoir aux autorités publiques au cours des consultations conduites par le pays du 15 au 19 juin 2022 au titre de la deuxième revue du programme économique et financier en cours dans notre pays. Cette question fera l'objet du premier thème intitulé « Subvention des produits pétroliers, Cameroun et FMI, le point de désaccord ». En deuxième partie, on parlera de cette autre affaire qui, ici au Cameroun, mais également ailleurs, fait la une des journaux. Pardon. Il s'agit de l'affaire Glencore, l'entreprise suisse, qui a plaidé coupable pour des faits de corruption. Et du coup, les regards se tournent du côté de Yaoundé, notamment au sein des entreprises indexées ici, la SNH, Société nationale d'hydrocarbures, et la Sonara, Société nationale de raffinerie, dont certains responsables, même si on ne les a pas jusqu'ici cités, sont donc indexés dans cette affaire-là. Si à la SNH, on a pu observer une réaction, j'ai failli dire timorée. À la Sonara, pour l'instant, mutisme total. Affaire Glencore, mutisme assourdissant du gouvernement. Ce sera le deuxième thème de l'émission de ce soir. 4 panélistes. 3 sur le plateau, 1 au téléphone. On aura Eugène Nyambal en deuxième partie de cette émission, qui reviendra évidemment apporter son analyse et sa lecture de ces deux questions-là. Il est ancien cadre du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale, des institutions au sein desquelles il a été en contact avec ces dossiers-là. Mais sur le plateau, déjà, je dis bonsoir à Martin Obanzing. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir à tous qui sont avec nous, ici ou ailleurs, à mes co-panélistes. Je leur dis bonsoir. Merci à nouveau d'être des nôtres ce soir. Je rappelle que vous êtes économiste et banquier, en fait banquier financier. Donc, c'est exact, c'est cela. Voilà, vous allez, dans cette expertise-là, nous accompagner à la lecture des thèmes de ce soir. Également sur le plateau, Hervé Emmanuel Combe, bonsoir. Bonsoir. C'est davantage le technicien, l'expert sur les questions bancaires, de façon générale économique, qu'on aura ce soir, loin de sa casquette de militant de l'URDPC, même s'il ne peut pas s'en défaire, du moins. Merci à nouveau d'être des nôtres, Hervé. Merci, député, mais je voulais quand même rappeler que l'économie, tout comme la finance, ce sont des sciences. Et que le militantisme ne change pas la science. Je ne suis pas réputé pour être un aboyeur. Et puis enfin, le docteur Albert Dikoumé, bonsoir. Bonsoir, monsieur le député. Bonsoir aux co-panélistes et bonsoir également aux auditeurs de STV. Merci beaucoup d'être là. Je rappelle que vous êtes ancien directeur financier à la Sonara. Vous y avez fait de longues années, plus d'une dizaine d'années. Vous êtes également enseignant, pour lesquels évidemment vous donnez des cours dans ce domaine-là. C'est dit combien je voudrais vous dire merci. Un panel, je l'espère, s'est relevé pour le thème en débat ce soir. Alors, on va prendre la première transition qui va introduire d'ailleurs le premier thème de ce soir. Je voudrais, si vous le permettez, lire exactement les analyses, ou du moins les conclusions du FMI, avant qu'on ne commence, pour
mettre les téléspectateurs en plein dans l'émission de ce soir. L'impact de la hausse des obstacles, de la hausse des prix internationaux du pétrole sur le budget est mitigé. Car l'augmentation des recettes pétrolières est plus que compensée par une hausse substantielle des subventions au carburant, estimée à 2,9% du PIB, contre 2000% en 2021, visant à maintenir inchangés les prix de détail administrés des carburants. L'augmentation du coût des subventions est donc compensée par la réduction d'autres dépenses, notamment celles consacrées aux projets d'investissement. Voilà ce que dit un peu l'institution de Bretton Woods, qui poursuit en rappelant que le coût élevé des subventions au carburant serait difficile à maintenir dans le cas des projections actuelles des prix internationaux du pétrole. En peut-être de rentrer, je voudrais qu'on revienne sur une actualité assez présente, celle que l'on vit en ce moment, sur la pénurie de carburant dans quelques villes, Douala, Yaoundé et Bolova pour celle-là. Y a-t-il un lien? Il faut poser la question au pétrolier d'abord. Je crois que c'est lui qui peut nous introduire dans ce contexte. Le nom du Koumer. En fait, s'il y a pénurie de produits pétroliers dans certaines villes, notamment le gazole. Le gazole notamment, c'est d'abord un problème d'approvisionnement avant de parler de subventions. C'est l'approvisionnement. Est-ce que l'approvisionnement a été fait à temps? Il faudrait pouvoir répondre à cette question. Comme je ne fais pas partie de ceux qui s'occupent de l'approvisionnement, il m'est difficile de donner une réponse ferme là-dessus. Maintenant, auprès de qui est-ce que cet approvisionnement a été fait? Est-ce que la personne qui était supposée livrer ce carburant avait les capacités de le faire dans les délais requis? Autant de questions auxquelles il faudrait apporter une réponse pour pouvoir savoir pourquoi il y a cette pénurie. Mais à mon sens, il n'y a pas de lien direct avec la subvention, comme on tente de le faire croire ces derniers temps. D'accord. Martin? Il me semble que si on met en place une gestion par anticipation, ce type de problème ne devrait normalement pas arriver. C'est-à-dire que c'est quand même curieux de constater que ça arrive. Parce que vous vous souvenez très bien qu'il y a de ça quelques années, quelques mois, c'était le sens inverse. C'est-à-dire que les cours du brut étaient au plus bas. Moi, à l'époque, je m'étais posé la question de savoir est-ce qu'à travers cette tendance baissière des cours du brut, est-ce que nous avons pensé augmenter nos stocks? Vous savez, aujourd'hui, copier n'est pas compliqué. Les États-Unis, ils peuvent faire tout ce qu'ils ont, mais les réserves que ce pays a peuvent leur permettre de faire les guerres partout. Mais est-ce que, pendant que le prix était très bas, qu'est-ce que nous avons fait pour augmenter nos stocks? À l'époque, je m'étais dit, pourquoi est-ce que la SCTB ne peut pas profiter pour augmenter ces stocks, pour que ce genre de choses n'arrivent pas? Nous sommes aujourd'hui, je crois que la STB, on l'a construite quand on était peut-être à 7-10 millions d'habitants. Maintenant, on va vers 30 millions d'habitants, peut-être 40 dans bientôt. Est-ce que, par anticipation, on n'a pas péché à ne pas réfléchir sur comment, éventuellement, augmenter notre position, quitte à profiter, justement, des cours bas? Parce que quand c'est bas, on achète des mauvaises nouvelles, on vend les bonnes. Mais je pense que nous, on a dormi, et ce qui nous arrive aujourd'hui n'a vraiment rien à voir avec la guerre en Ukraine. Il s'agit tout simplement d'un problème de gestion des stocks de carburant, c'est tout. Hervé? Non, je ne veux pas me faire des amis avec ce sujet introductif, parce que moi, je crois qu'il faut aller plus en amont. Il y a un problème de transport de carburant au Cameroun. Et Martin a commencé à l'envisager sur le plan de la stratégie de stockage et tout, mais je pense qu'au-delà de cela, il y a un problème. Parce que quand je ne vais pas me faire des amis, ça ne m'impressionne pas, c'est qu'il y a des lobbies qui ont dénaturé le transport de carburant au Cameroun. Je parle sous le contrôle de M. Dikoumé, s'il est libre ce soir de dire tout. Normalement, avant, la SCDP et les autres réservaient le carburant à travers au moins le bateau, le cabotage, ce qui faisait que le carburant arrivait directement au port et Camaraï, qui a les capacités de transport, surtout sur
la voie du Nord, c'est-à-dire jusqu'en Gaoundéré et plus loin, prenaient cela en compte. Aujourd'hui, on se trouve dans un mélange où les voitures vont directement à Limbé, à la Sonara, pour prendre le carburant. Et les voitures, avec toutes les implications d'insécurité que cela comporte, transport de carburant entre Limbé Yaoundé, Limbé Bafoussam, Douala Yaoundé, et du coup, vous voyez qu'il y a des embouteillages à la SCP. CDP. Ouais. Moi, j'ai l'avantage d'être leur voisin. C'est devenu un lieu de blocage de la circulation dans la ville de Douala. Et c'est une curiosité qui est incompréhensible. Alors, dans tout ça, j'ai eu la curiosité de demander à des amis, des experts, mais quelle est la part que Camaraï transporte pour qu'on trouve autant de véhicules, de camions comme ça à l'entrée de la SCP. Alors, j'ai appris par ces amis que, mais non, on a donné à des transporteurs qui souvent n'ont même pas les capacités, des quotas supérieurs à leurs possibilités et qui mettent en danger la circulation des hommes et tout. Alors pour revenir au spectacle qu'on croit nous annoncer depuis 2 jours, je suis le même avec mes 2 copanélistes. Il n'y a pas un lien direct entre le surenchérissement du transport maritime et la hausse des prix du carburant et cet embouteillage. En fait, ça révèle une autre faiblesse de notre stratégie d'approvisionnement en carburant, c'est-à-dire qu'il y a un problème de logistique, transport de carburant, et ça, je crois qu'il faudra faire un débat là-dessus, inviter y compris les transporteurs, parce que ce qui est, d'après leur intérêt, est un danger pour le budget national, puisque ça crée du retard, ça met en danger la circulation routière entre Douala, Yaoundé et le reste. Je crois que c'est ça qui est en train de se manifester. Bon, il y a aussi des commerçants voyous qui sont contents d'avoir des médias qui relaient ce genre d'informations populistes et fantaisistes. En réalité, certains commerçants, tout simplement, donnent l'impression qu'il y a sécheresse dans leur citerne et que peut-être on aura la voie ouverte, mais ils vont déchanter parce que ce n'est pas pour demain qu'on va augmenter le prix du carburant. Venons-en au sujet essentiel de ce soir. Près de 400 milliards d'augmentation en termes de subventions pour cette nouvelle... En réalité, c'est 568 milliards. Voilà. On a donné 400 pour l'instant. Voilà. Pour les produits pétroliers, d'abord, au regard quand même de la tendance mondiale, le gouvernement était-il obligé, était-il sous pression, devait-il y aller Je crois que là, on rentre dans le débat. Absolument, le sujet principal. Le débat entre la vision du FMI et celle du gouvernement. D'abord, il faut expliquer aux téléspectateurs, la finance est dans le cadre des pays souverains, des pays indépendants. Le FMI n'est pas le tuteur du Cameroun, il est son partenaire au développement, il accompagne et nous sommes heureux de cet accompagnement. Donc, il peut se trouver des moments où les objectifs et la vision de l'intérêt du Cameroun ne coïncident pas avec les analyses du FMI. Nous savons ici, M. Lukoumé va peut-être nous le confirmer, que dans la structure du prix du carburant, du pétrole, au moins 40% de coût, ce sont les taxes. Et ce sont les taxes qu'on prend en tout temps, que le carburant soit haut ou bas. Et le gouvernement peut donc, à certains moments, à travers des fiscalisations ou avec d'autres méthodes, bloquer le prix du pétrole pendant un temps. Mais ça ne peut pas être indéfiniment comme ça. Et ça veut dire quoi? Parce que vous savez que le carburant, on dit pétrole, mais il y a le gazole, il y a tout. C'est une matière qui participe, y compris au développement de l'agriculture, de toutes les industries et tout. Vous prenez des brassicoles, même Eneo, qui est censé produire de l'énergie, est un très grand client de la Sonera et les autres. Donc, pour ne pas précipiter quelque chose qui pourrait créer des troubles à l'ordre public et des mouvements sociaux, le gouvernement camerounais a pris une stratégie, dans un premier temps, de calmer le jeu, de voir venir, et selon l'évolution de ces événements, le gouvernement répondra. Mais soyons clairs, on est des gens sérieux ici entre nous, on ne peut pas
chaque année donner 400 milliards ou 500 milliards pour soutenir le prix du carburant. Et je termine là-dessus en disant quelque chose qui va faire sursauter les gens, mais je parle sous le contrôle d'un pétrolier. Le Cameroun est un des pays, un des rares pays où le prix du pétrole est très bas. Il faut le dire. Un pays comparable, c'est le double. Si vous allez en Côte d'Ivoire, je crois actuellement que c'est le double. C'est plus de 1200 ou quelque chose. Donc, allons-y doucement. Mais là, bon, chacun tire un morceau de son côté. C'est le triomphe de la démagogie. Mais je trouve que le gouvernement camerounais a pris la décision responsable en tant qu'État souverain de ne pas précipiter quelque chose qui aurait porté un coup sur le pouvoir d'achat et sur les revenus des Camerounais pour faire face à certaines obligations. Martin, sur la question FMI Cameroun. Moi, je voudrais déjà dire que je me méfie beaucoup à chaque fois du FMI et de la Banque mondiale. Parce qu'il faut encore le dire aujourd'hui, le FMI et la Banque mondiale n'ont jamais permis à un pays de se développer. Absolument. Ce sont des banquiers. Ce qu'ils veulent, c'est qu'à la fin de chaque échéance, chaque traite, que le Cameroun puisse payer. Donc, ils ne sont pas inquiets pour le bien des Camerounais. Absolument. Ils ne sont pas inquiets pour le bien des Camerounais. Ce qu'ils veulent, c'est qu'à la fin de chaque mois, si on a un échéancier avec les bailleurs de fonds, que nous soyons capables d'honorer. C'est tout. C'est pas, le débat peut être orienté ailleurs. Mais par rapport au FMI, je doute fort bien que le FMI veut vraiment que le Cameroun sorte des difficultés économiques qu'elle a souvent eues. Nous savons ce qui s'est passé lorsqu'ils sont arrivés pour nous mettre dos au mur. Nous savons les mesures qui ont été prises. Ils ne sont jamais revenus pour dire que... c'était trompé. Oui, c'était trompé. Et que le pouvoir d'achat, parce qu'aujourd'hui, on se plaint beaucoup, parce que ces gens-là sont venus casser la colonne vertébrale de notre économie. Ils ont créé la fracture sociale la plus forte que le Cameroun n'a jamais connue. C'est-à-dire qu'ils sont venus détruire la classe moyenne. Parce qu'en privatisant, comme ils l'ont fait, toutes ces sociétés, l'emploi n'a pas redémarré. C'est ces sociétés qui recrutaient, qui embauchaient la classe moyenne. Du coup, le Cameroun se retrouve en 2022 avec des gens qui ont un peu, mais qui ne peuvent pas tirer la croissance suffisamment pour qu'elle puisse faire réduire le chômage et créer des emplois. Donc, moi, je suis très embêté que ça mette les gens. Le FMI, on n'attend pas du FMI. Pour que nous savons qu'aujourd'hui, le renouveau, c'est parti, c'est déjà trop. On ne peut pas prendre 500 milliards et donner à qui? Une subvention, c'est une aide que l'État donne sous forme, au niveau de l'exploitation, au niveau de l'investissement, au niveau du rééquilibrage d'un budget, mais parce qu'il y a derrière un intérêt général. Alors, est-ce que lorsqu'on subventionne, le prix du taxi baisse? Il ne baisse pas. Donc, la question... il n'est pas augmenté. La question est qu'aujourd'hui, c'est bien beau de nous dire, vous subventionnez trop, mais dans le cadre de la finance, les subventions font partie intégrante du monde financier. Je passe sur le contrôle de M. Dikoumé. Ce n'est pas une... Même les États-Unis subventionnent. Tout le monde subventionne. Mais maintenant... On ne peut pas venir dire au Cameroun aujourd'hui qu'on doit augmenter le prix du carburant. Ça, c'est envoyer les gens au suicide. Envoyer les gens au suicide. Donc, moi, je pense qu'il faut qu'on reste calme et qu'on regarde cette histoire de très près. Pour moi, je pense que c'est trop et que ce sont ces marketeurs qui en bénéficient. Alors que c'est les plus pauvres. C'est-à-dire que lorsqu'on subventionne, normalement, ça doit permettre à ceux qui ont le moins de se sentir soulagés. Les subventions, c'est pas... Vous savez qu'au Cameroun, si nous laissons un peu de pétrole de côté, vous allez constater que lorsqu'on donne une subvention pour une école, pour une microfinance par exemple, au lieu que le taux de crédit baisse, parfois ils augmentent. Au lieu que la scolarité baisse, parfois ils augmentent. Donc le problème de la subvention, comme disait Hervé, ce n'est pas uniquement par rapport au Cameroun, c'est que le Cameroun doit maintenant réfléchir que est-ce que les subventions que nous donnons aux uns et aux autres profitent à l'ensemble, à l'intérêt général. Pour moi, c'est toute la question. Alors, docteur Dikoumé, en 2018 déjà, vous avez fait une analyse après le rapport partiel du FMI et si on fait une comparaison, vous dites qu'on est dans une situation plus ou moins similaire. D'abord, quels étaient les temps forts de cette analyse? Et puis ici, on peut faire une comparaison. Ok, je voudrais d'abord resituer un peu le contexte. C'est que pour parler de subvention des produits pétroliers, il faut se resituer dans le secteur pétrolier aval.
Okay. Donc, dans l'aval, le secteur pétrolier aval, vous avez une structure de raffinage qui est la Sonara. Vous avez une structure de stockage qui est donc la SCDP. Vous avez des structures de distribution des produits pétroliers que sont les marketeurs. Vous avez les administrations fiscales pour percevoir les impôts, c'est la Direction générale des douanes, la Direction générale des impôts. Et vous avez une structure de stabilisation des prix des produits pétroliers, c'est la Caisse de stabilisation des prix des hydrocarbures, qu'on a couramment appelée CSPH. Donc, c'est la CSPH, en fait, donc, qui est chargée de se rassurer que le prix des produits pétroliers ne sera pas trop disparate d'un point à un autre du territoire national et que ce prix ne va pas franchir un certain seuil par rapport au pouvoir d'achat des Camerounais. Donc, la CSPH, donc, pour assurer ses missions, a besoin de certains fonds. Et pour avoir ces fonds, ça provient des prélèvements qui sont opérés au niveau des produits pétroliers vendus pour constituer un fonds de stabilisation, un fonds de péréquation aussi. Donc, à partir de 2000, en début d'année 2000, la CSPH s'était rendu compte que ces fonds de stabilisation étaient en train de s'effriter. Et elle a donc imaginé un mécanisme pour que l'État prenne en charge ces fluctuations de prix, sa caisse, en estimant que sa caisse ne pouvait plus y faire face. Donc, en juin 2000, il y a eu une correspondance de la CSPH, après accord des pouvoirs publics, bien sûr, qui ont introduit dans la structure des prix du mois de juillet 2000 une ligne supplémentaire qu'on appelait soutien État. Donc, en fait, c'est ce soutien État qu'on appelle aujourd'hui subvention. Dans certains autres documents, ça s'appelle manque à gagner. Mais quand vous entendez manque à gagner, soutien État, subvention, on parle exactement de la même chose. Donc, en juillet, ce mécanisme a donc été introduit pour la première fois en juillet 2000 à travers les structures de prix. Et là, par ce mécanisme-là, en fait, c'était une sorte d'imputation c'est-à-dire que les prix montaient, on se disait que les prix ne peuvent pas franchir tel seuil. La différence entre le prix qui était homologué et le prix réel qui était calculé équivalait à la subvention. Et cette différence-là était imputée sur le montant des droits de douane et de TVA. Donc pour le mois de juillet 2000, on avait 48 francs pour le super, au niveau du super, et 15 francs sur le gazole. Et dans cette répartition, il y avait 20 francs qui étaient imputés par litre de produits vendus. 20 francs de litre sur le super étaient imputés sur les droits de douane et 28 francs étaient imputés sur le gazole. Maintenant, pour qu'il n'y ait pas une sorte de complication au niveau de l'administration fiscale, il fallait les receveurs des impôts, les receveurs des finances devaient constater les recettes totales que la Sonara déclarait, les recettes fiscales totales pour chaque impôt que la Sonara déclarait, et à côté, constater également la dépense qui découle de la réduction venant de ce soutien à l'État, puisque la réduction, c'était par imputation totale ou partielle sur le montant des droits de douane de TVA reversés. Ce qui s'est passé dans la pratique, c'est qu'au niveau de l'administration fiscale, au niveau des finances, en fait, le mécanisme n'a pas été respecté. Donc, on établissait une quittance pour le solde de ces opérations. C'est-à-dire, si les recettes fiscales de la TVA, par exemple, étaient de 1000 et le soutien État imputé sur la TVA était de 200, on faisait une quittance de 800 au lieu de faire une quittance de recettes de 1000 et un ordre de dépenses de 200. Donc, à un certain moment, ça a faussé la comptabilité publique. Il faut dire donc que le soutien à l'État tel qu'il a été institué, en réalité, c'est une dépense fiscale. Et cette dépense fiscale, elle a été combattue par le FMI dès ce moment. Donc, depuis 2000, le FMI est contre ce soutien à l'État. Donc, ça fait que le FMI a fait des pressions sur les pouvoirs publics pour que ce soit abandonné. Et en 2004, on a d'abord abandonné ce soutien à l'État. On a abandonné la subvention aux produits pétroliers sans trouver une alternative. Parce que quand on est en train d'appliquer une mesure et qu'on veut l'abandonner, normalement, il faut trouver une alternative. On ne peut pas dire n'appliquez pas ça sans dire ce qu'il faut faire. Donc, en 2004, on arrête et on se rend compte que les prix sont intenables. Si on affiche la réalité des prix à la pompe, il peut y avoir un soulèvement social. Qu'est-ce que les pouvoirs publics font? On demande à la Sonara de supporter ce déficit. Donc, la conséquence, c'est que dans les comptes, les deux exercices qui ont suivi, les comptes de la Sonara étaient complètement déficitaires. C'est en 2005 en fin 2005, le gouvernement décide donc de compenser ce déficit-là. Donc, on dit on va le compenser, mais en dehors de la structure des prix. Il faut le faire en dehors de la structure des prix. Donc, ça fait que
on a essayé de voir ce que ça faisait comme manque à gagner, enfin comme subvention qui aurait dû être supportée par l'État, mais qui a été prise en charge par la SONARA avec le niveau de perte que ça a fait. Donc on a donné le montant en compensation. Ça fait que dans les comptes qui suivaient, le montant a été pris et les comptes de la SONARA s'étaient regressés directement. À partir de 2007 plutôt, le gouvernement a encore décidé de ramener la subvention, de ramener le soutien État à la consommation, mais toujours à marge de la structure des prix. Donc on appliquait les prix et puis après un certain temps, il y avait des commissions qui se réunissaient et qui pouvaient dire que le soutien que la SONARA a supporté, c'est tel montant, donc il faut le lui reverser. Bon, à partir de 2008, donc, on décide encore de ramener, de faire réapparaître le soutien État dans la structure des prix, parce que c'était intenable. On ne pouvait pas continuer. Parce que, concrètement à ce que le FMI lui prétendait, que si il ne faut pas que ça apparaisse dans la structure des prix, ça faisait plutôt une activité floue. Pour qu'il y ait transparence, normalement, il fallait que ça apparaisse dans la structure des prix. Donc, en 2008, on a remis dans la structure des prix. Et je sais, pour l'année 2008, je me souviens que la subvention totale qui avait été supportée était de l'ordre de 33 milliards. Par contre, en 2009, on est passé directement à 195 milliards de subventions. Et en 2011, on était passé à 309 milliards de subventions. Donc, mais par contre, 2015, parce que la subvention, il faut dire qu'elle évolue avec les cours du pétrole brut et les cotations des produits pétroliers sur les divers marchés de référence. Donc, en 2014, elle chute un peu, on retombe à 194 milliards à peu près. Mais par contre, en 2015, c'est un solde négatif. Cela veut dire qu'au lieu d'avoir une subvention, l'État se fait plutôt rembourser. L'État s'est fait rembourser 25 milliards en 2015. C'est-à-dire que le prix qui était affiché à la pompe était supérieur au prix réel. Bon, le prix réel entre guillemets, parce que le FMI a créé un certain nombre de discours qui font que le prix réel calculé à la SONARA n'est pas le prix réel. C'est un prix en dessous de la réalité. Mais ce prix, il y avait donc, en 2015, il y a eu remboursement de 25 milliards au niveau du gouvernement. Ça donne à peu près l'histoire des subventions. Absolument. Donc, à partir là, on a maintenu l'application, le calcul de la subvention sur la structure des prix. Donc, à partir de dans les années qui ont suivi, on devait donc combiner l'imputation partielle sur les impôts et taxes et le décaissement des fonds correspondants. Mais toujours là, cette méthode-là n'a pas pu être respectée parce que le FMI faisait toujours les pressions au niveau du gouvernement pour que la SONARA supporte la totalité. Donc, en réalité, au lieu d'imputer partiellement sur les impôts, sur les droits de douane et la TVA, comme cela a été fait au début, on a demandé à la SONARA de tout supporter. Et je crois que la dernière fois, on avait évoqué un certain nombre de difficultés. Quand on a parlé de l'endettement de la SONARA, on a vu qu'une bonne partie des difficultés de la SONARA provenait déjà de ce soutien État qu'on l'obligeait à supporter, à soutenir, puisque ça créait des tensions de trésorerie qui amènent à ne pas payer la dette, à accumuler des dettes, à supporter des intérêts de retard qui étaient vraiment croissants, qui étaient exponentiels, si je peux le dire. Donc là, ça fait donc que quand on évolue, on arrive donc à un niveau, la subvention, on va arriver à 3 types de subventions. Une subvention sur les produits pétroliers blancs raffinés par la SONARA, une subvention sur le gaz de pétrole liquéfié qu'on appelle généralement GPL ou gaz butane, et une subvention sur les importations. Donc, si on prend le cas des subventions sur les produits raffinés par la SONARA, en fait, c'est la différence entre le prix dit réel et le prix homologué. Et comme je vous disais, le prix dit réel, à cause du FMI, il n'est pas réel. En fait, le FMI a amené le gouvernement à obliger la SONARA à vendre en dessous du prix de revient. Donc, pour quel objectif, je m'explique? L'objectif, il me semble que c'est que la SONARA devienne un dépôt. Parce que je crois que les bailleurs de fonds ne soutenaient pas l'existence de petites raffineries en Afrique. Donc pendant longtemps, le FMI a dit qu'il fallait que la SONARA devienne plutôt un dépôt. C'est-à-dire qu'elle devienne la SCDP. Oui, une sorte de SCDP, c'est qu'elle fait en partie actuellement.
Non, c'est différent. Ce n'était pas seulement le dépôt. Bon, non, mais bon, elle a une activité. Non, moi, Donc, en fait, je n'ai pas fini parce que... Oui, allons-y. Donc, je disais que il y a donc ce manque à gagner sur les produits, le manque à gagner au soutien État ou subvention sur les produits blancs raffinés. Et cette méthode-là, on l'a mis en veilleuse depuis l'incident du 31 mai 2019. Avec l'incendie. Oui, puisque l'aspect raffinage ne fonctionne plus. Le manque à gagner sur le pétrole, le gaz de pétrole liquéfié ou le butane, lui, c'est donc la différence entre le prix de la formule et le prix homologué. Le prix de la formule, lui, c'est le prix Forbes-Sigowin. Donc, en fait, prix départ mer, auquel on ajoute des frais d'approche de $100 par tonne. Et quand on a ce prix-là, on le compare au prix homologué pour voir le manque à gagner qui doit être calculé. Lui se fait en marge de la structure des prix, le prix de la subvention au gaz de pétrole liquéfié. Et il reste donc la subvention aux importations de produits pétroliers raffinés, les autres importations hors gaz de pétrole liquéfié. Parce que dans tous les cas, même quand la raffinerie est en activité, on importe toujours le gaz de pétrole liquéfié pour l'essentiel. Donc, pour les autres produits importés, dont le manque à gagner, c'est la différence entre, disons, jusqu'au 28 février, parce qu'il y a eu des évolutions dans la structure des prix. Jusqu'au 28 février 2021, c'était par différence entre le prix de chaque adjudication, plus les frais d'approche et le prix qui est dit réel sortie raffinerie. Donc, à partir du 1er mars 2021, on a changé la structure, la formule et la structure ont changé. Ça devient donc le prix TTC de l'importation par rapport au prix TTC homologué pour déterminer le soutien État, la subvention aux produits pétroliers importés. Et le prix à l'importation, c'est là où les problèmes vont commencer. Le prix à l'importation, c'est la moyenne des cotations des 20 premiers jours du mois précédent, auquel on ajoute une marge crédeur. Ça a commencé en mars 2020. Quand on se situe en mars 2020, on se rend compte que la moyenne des cotations, si je prends la moyenne globale de tous les produits, c'est-à-dire super, gazole et le butane, donc ça nous donne une moyenne d'à peu près 254 francs par litre. La marge crédeur moyenne pour tous ces produits, elle était à 21 francs par litre. Et la subvention moyenne par litre, à ce moment, elle était à 118 francs par litre à peu près. Si on arrive en juillet 2020 toujours, je préfère prendre juillet parce qu'après je vais aller à juillet 2021, juillet 2022 pour comprendre ce qui va se passer. Donc en juillet 2020, la moyenne des cotations tombe à peu près à 154 francs par litre. Par contre, la marge crédeur qui était à 21 pour 254 francs, elle passe de 21 à 20 francs par litre. La subvention moyenne, ça devient un remboursement. Puisqu'il n'y a pas eu... on devait plutôt rembourser à l'État. Donc, en réalité, quand on va bien voir, on va se rendre compte que la marge crédeur aurait dû être beaucoup moins importante que ce qu'elle a été. En juillet 2021, donc, la cotation moyenne remonte à peu près à 200, pratiquement au même niveau que mars 2020. Donc, on est dans les 260 francs, la cotation moyenne des produits. Et la marge crédeur, elle passe à 19 francs par litre. Il commence à y avoir quelques incohérences à ce niveau. Et la subvention, elle remonte à peu près à 116 francs, la subvention par litre. Par contre, quand on vient donc en juillet 2021, là où nous sommes à peu près, la cotation moyenne de tous les produits, on est à peu près à 703 francs par litre. La marge crédeur, elle passe à 30 francs par litre. Et la subvention moyenne par litre, elle est à 723 francs par litre. Donc, à mon sens, il y a quelques problèmes dans la détermination de la marge crédeur. Mais quand on va dans la situation à juillet 2023, à juillet 2022, je veux dire, si on veut suivre les recommandations du FMI pour dire qu'on abandonne la subvention, cela veut dire que le pétrole lampant qui aujourd'hui coûte 350 francs à la pompe, ce sera à peu près 350 plus 723, c'est-à-dire 1073 francs par litre. Le super qui est à 630 francs, ce sera 630 plus 723, sera à peu près à 1383 francs. Et le gazole, lui, là, à 575, on y ajoute 723
on sera à 1295. Donc, et si on fait la comparaison avec quelques pays, vous avez abordé le sujet tout à l'heure, le Bénin, le litre de super au Bénin, c'est à peu près 600 francs. En Côte d'Ivoire, on est à peu près à 735 francs. Au Sénégal, on est à 890. Le Cameroun est à 630. Il y a la France est à 1345. 1345. Et l'Angleterre à 1475. Cela veut dire qu'en fait, le FMI veut nous amener à acheter acheter le litre de carburant pratiquement au même niveau que la France et l'Angleterre. Or, nous sommes des pays à niveau de vie complètement différents. Absolument. On ne peut, c'est pas parce que la France achète à 1390, l'Angleterre à 1475 que le Cameroun doit acheter aussi à 1340 francs. D'accord. Et vous voulez rebondir? Bon, moi, je voulais revenir sur le consommateur, en français facile. Dans le prix, il y a une structure. Et je voulais que M. Lecoumene 31 taxes, une trentaine de taxes. Voilà, du point de vue du consommateur, parce que là, c'est l'industriel qui parlait. Il parlait avec le commerce international qui obéit aussi aux fluctuations de cours de baril de pétrole. Mais à la pompe. Absolument. Il faudrait qu'on aille dans cette vérité, parce que dans tout cela, ça pose aussi un problème, je crois, Martin, la transparence, la comptabilité publique et la fiscalité sur les produits pétroliers. Parce que si vous prenez le prix d'un litre de super, vous verrez qu'il y a au moins 40% de cette valeur qui est constituée par les taxes. L'État se fait payer peut-être ce qui subventionne à l'industrie, c'est-à-dire au raffinage, à l'importation. Mais avant qu'on arrive à cette situation, la CSPH, par exemple, percevait une taxe sur l'environnement. Je n'ai jamais vu la CSPH investir dans l'environnement. Il faudrait qu'on en parle, M. Lecoumene. Vous souriez, mais il faudrait qu'on en parle parce que Martin disait tout à l'heure que dans la stratégie financière, il faut faire des provisions pour des moments difficiles. Et moi, je trouve que le gouvernement a eu la bonne réaction, mais je suis convaincu qu'on ne peut pas tenir à verser chaque année 600 milliards de francs pour financer. À un moment, on va aller vers la vérité des prix. Mais cela veut dire qu'il faut que dans le budget, qu'on affecte les taxes de renoncement de ces taxes-là qui sont perçues, c'est l'État qui les prend. C'est pas vous et moi. En fait, qu'on affecte cela, c'est ce qu'on appelle une gestion vertueuse. Hein. Donc, au-delà de taxes, il y a plusieurs rubriques dans la structure des prix. Ben, il faut qu'on en parle. En réalité, il ne faut pas commencer. Les taxes, un certain nombre de taxes sont justifiées. Oui, oui, mais bien sûr. D'autres ne sont peut-être pas justifiées. Ouais. Donc, lesquelles? Enfin, allons-y pas à pas. Oui. Disons, tout à l'heure, quand je parlais de la marge trader, c'est déjà un élément de la structure des prix. C'est la deuxième. Vous parlez des marketeurs, des traders? Non, la marge, actuellement, nous faisons des importations de produits pétroliers. Oui, donc, la première ligne de la structure des prix, c'est la moyenne des cotations des 20 premiers jours du mois précédent. Donc, vous allez voir la première ligne de la structure des prix, cotation du 1er au 20 du mois N-1. La deuxième ligne, c'est la marge du trader. Donc, cette marge du trader, on peut essayer de la revoir, il faut la maîtriser. Après, est-ce qu'il y a des traders camerounais? Non, là c'est... Quel est le problème qu'elle pose? Non, si on la réduit, la marge trader, ça a un impact de réduction. L'impact, c'est la réduction du manque à gagner de la subvention. Donc, plus les éléments de la structure des prix sont augmentés, plus le prix le montant de la subvention augmente. Si on réduit d'un seul franc un élément de la structure des prix, ça a le même... Est-ce qu'on peut pas interroger justement le rôle des traders en ce moment? Attendez que je finisse. Allez-y. Donc là, j'ai pris ces deux éléments. Les autres éléments, si vous prenez, si par exemple on est dans un cadre industriel où la raffinerie marche, on va plutôt constater que le prix sorti raffinerie, comme je le disais, n'est pas correct. Parce qu'on oblige la raffinerie à vendre en dessous de son prix de revient dans la phase industrielle. Mais d'un côté importation, ce n'est pas ça, parce que l'importation jusque-là a été faite par les marketeurs, c'est-à-dire que les compagnies étrangères pour l'essentiel. Donc, en général, on a vu, à travers la note dont vous parlez en 2018, j'avais démontré que le FMI soutient plus les marketeurs étrangers que les Camerounais. C'est normal. Parce que dans la partie dite donc libéralisée, il y a un certain nombre d'éléments qu'il faut revoir. Mais avant d'arriver à la partie libéralisée, il y avait un autre problème au niveau, quand je disais qu'il y a certains impôts et taxes qui ne sont pas justifiés. Quand on prend le cas du pétrole lampant,
et du gaz butane sont des produits de première nécessité, donc qui sont exonérés du droit de douane et de la TVA. Pendant longtemps, ces produits-là ont été soumis à la TVA et au droit de douane. Donc, après moult tractations, j'avais fait plusieurs écrits là-dessus. Depuis juin 2021, au niveau des impôts, là, il n'y a plus de TVA. Par contre, il reste toujours le droit de douane. Si on supprime le droit de douane sur ces produits, ces biens de première nécessité qui ne doivent pas les supporter, ça a un impact tout de suite, ça réduit la subvention aux produits pétroliers. Oui, mais ça réduit aussi les recettes de l'État, M. Dikouma. Oui, mais il faut que l'État fonctionne. Oui, mais l'État va prendre sa pousse d'une main pour donner de l'autre côté. Non, c'est pas automatique. Vous permettez qu'on ait une divergence? Parce qu'en plus, il n'y a pas, c'est pas une caisse, disons, il y a unicité des caisses. C'est pas comme si cet argent va rentrer ici et le même argent va sortir. Vous permettez que... Bon, c'est que j'ai commencé à développer certains arguments, je n'ai même pas fini. Ça fait 40 minutes. On peut ouvrir une brèche, mais vous revenez sur les arguments tout à l'heure. Non, en fait, dans le commerce obéit à la loi de l'offre et de la demande. Quand vous mettez les marketeurs, qu'on peut réduire leur marge, c'est comme si vous allez le faire de volonté. Ce n'est pas possible dans le commerce international. D'abord, même si le Cameroun le voulait, il n'a pas ce pouvoir. Donc, il faut simplement que nous rendons vivants et que nous achetons dans les bons moments pour pouvoir ne pas supporter lorsque ça va en lettre. En réalité, nous avons un problème. C'est là où on est un peu trop technique, Sonara. Moi, ça m'intéresse, mais pas trop. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'expliquer au Camerounais qui a sa petite voiture, sa moto, à l'agriculteur, pourquoi est-ce qu'on fait l'effort pour stabiliser les prix et pourquoi ça peut grimper. Et pourquoi est-ce que, pour dire la vérité, le Cameroun est plutôt dans la moyenne des pays où le prix du carburant n'est pas très élevé. Donc l'État fait un effort depuis longtemps. On y revient parce que j'aimerais tout à l'heure qu'on essaie de justifier à ce jour d'ailleurs la structure qui gouverne tout ce secteur. C'est ce qui m'intéresse. Sonara, SCDP, SNH, SPH, est-ce qu'on peut encore maintenir ça? Mais vous allez terminer, puis avec docteur, vous allez terminer, hein, Léonard. Et puis on va... Moi, ce que je veux dire, c'est que pourquoi tout ça? Parce que techniquement, tel que M. Dikou m'explique, c'est comme si tout avait été fait en amont et que nous subissons aujourd'hui ces prix-là parce que les choix qui ont été faits à l'origine de la Sonara ont été des mauvais choix. Il faut se le dire. Choix industriel. Oui, parce que, à la vérité, c'est que le type d'installation, ça il faut le dire, si on ne le dit pas, tout ce qu'on a discuté est trop technique, les gens ne comprendront rien. Quand on crée la Sonara en 1973, sur recommandation de la France, ce n'est pas pour raffiner notre pétrole. Parce que tout ce qu'on entend par importer, parce qu'on achète à l'étranger, qu'on a tous ces problèmes. Ça veut dire qu'on fait un choix d'installer des machines, une raffinerie, qui va raffiner le pétrole venant du Nigeria. Pourquoi le Brent? Oui. C'est-à-dire que nous, on a un petit jouet, c'est-à-dire qu'on nous a donné un petit jouet qui peut raffiner uniquement un pétrole léger qui vient du Nigeria. Donc, ce n'était pas pour le Cameroun. Il faut le dire de manière claire. Quand on crée la Sonara, c'est parce que l'État du Cameroun a 96%, la France totale a 4%, mais dans l'histoire, c'est la France qui élabore la stratégie. C'est ISO. Donc, pour vous dire qu'il faudrait qu'on dise des choses aujourd'hui, et c'est là où moi je veux en venir, hein, je ne suis pas à l'intérieur de la Sonara, mais c'est que les choix stratégiques qui ont été faits à l'époque nous rattrapent aujourd'hui. Je vous rappelle que des pays comme la Libye, qui sont positionnés de pétrole, ne n'ont jamais le pétrole à 500, 600. Donc si on doit comparer des choses comparables, la Côte d'Ivoire peut-être qu'elle vient de découvrir le pétrole, mais le Cameroun c'est un pays qui a du pétrole depuis longtemps. Absolument. Mais comme on a fait des mauvais choix à la base, on en paie le prix aujourd'hui. Et moi je veux, sur le regard d'Hervé, SND 2030 parle de patriotisme. Moi je vais bien. Mais l'impression que moi j'ai, c'est que nous perdons beaucoup de choses au Cameroun parce qu'on a abandonné le patriotisme. Parce que moi, je me dis, comment on a fait en 1973 pour que nous produisons du pétrole? On accepte que l'usine qu'on installe à Limbe, à Sonara, ne raffine pas notre pétrole. Mais c'est pour ça que nous avons des problèmes. Si aujourd'hui, ce pétrole, et moi, j'aurais bien voulu que le FMI dise que, messieurs les 237, le Camerounais, faites tout pour nous mettre une installation qui est à la hauteur de votre, et que vous raffinez votre pétrole.
Alors, nous dire aujourd'hui qu'on subventionne trop, mais on se subventionne trop parce que les choix qui ont été faits étaient des mauvais choix. Donc, on est obligé d'acheter quelque chose que nous produisons avec tout cet tracasserie sur les prix, la structure des prix. Si le Cameroun avait une usine qui transforme son propre pétrole, non seulement le coût du pétrole, de façon mécanique, le coût de l'essence, du carburant, du fuel, allait baisser, et on ne serait pas en train d'être à la merci d'une institution qui est là que pour donner de l'argent et pour se faire de l'argent. Vous comprenez? Donc, pour moi, il faudrait qu'on soit clair. Parce que là, maintenant, les techniciens travaillent, la structure des prix, les taxes sont faites sur ça. Mais il faut d'abord que l'on sache que c'est parce que les Camerounais, parce qu'un Français ne viendrait pas travailler au Cameroun pour développer le Cameroun. Mais à l'époque, ceux qui étaient en charge de représenter le Cameroun ont fermé les yeux et ont accepté que ce qu'on a installé à Libé soit là pour raffiner le pétrole du Nigeria. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, une fois que j'ai dit ça, je crois que tout le monde peut comprendre au quartier pourquoi est-ce que le Cameroun souffre alors que le Cameroun est un pays producteur de pétrole. D'accord. Hervé, je voudrais qu'on fasse un peu d'histoire. Je suis heureux du tournant que prend Martin. Le Cameroun a fait 2 erreurs stratégiques en matière industrielle à l'époque. Le Cameroun a eu donc cette usine sur le conseil des Sceaux qui va se transformer, être aujourd'hui Total Énergie, mais il a plus Et Sceaux l'entreprise, hein? Et Sceaux, non, le pétrolier. Et le pétrolier, oui, en fait. Oui, non, mais après c'est appelé F. J'ai l'âge pour me souvenir de tout cela. Et à l'époque, on a fait un choix. Or, moi, il se trouve que dans mon métier de la banque, j'ai eu 2 clients. Un qui est en face de moi, mais je ne vais pas parler de lui. Mais j'ai eu un client qui, par le bonheur, a eu la meilleure raffinerie alors qu'il n'avait pas de pétrole. C'est la CIR en Côte d'Ivoire. Il faut, pour voir les erreurs que nous avons faites, comparer l'histoire de la CIR, la Société Ivoirienne de Raffinage, et celle de la Sonara. La Sonara n'est pas un choix heureux. Globalement, je crois que c'est le collet que nous avons au départ. C'est le collet, mais oui. Voilà, nous avons le collet, nous ne pouvons pas raffiner le collet. Et les Français nous avaient raconté une histoire que le collet était mieux placé pour que nous ayons des unités de bitumage, des histoires. Deuxième erreur stratégique, parce que les gens parlent souvent de l'histoire comme si c'était aussi simple. Nous avions un gros projet pour une usine de liquéfaction de gaz qui a été saboté par nos partenaires eux-mêmes. Et aujourd'hui, on est dans l'importation. Et dans l'importation, nous n'avons pas créé des majors. Nous achetons le pétrole. Et vous verrez qu'il y a un lien entre les histoires Glencore, Pelenco et compagnie avec tout ce sujet-là. Je crois qu'il faut revenir à une grande politique industrielle et que, avec l'expérience que nous avons avec la Sonara et les mésaventures que nous avons connues avec l'incendie, il faut créer une autre usine, à défaut de moderniser la Sonara. C'était d'ailleurs un projet, la Sonara. Mais oui, créer une autre raffinerie qui soit capable de nous donner tout ce qui est sur le marché. D'ailleurs, la technologie est telle maintenant que la Sonara, si elle avait les moyens, avec ces mêmes installations, peut raffiner les 2 pétroles, puisque que ce soit sur les craquages, enfin des termes techniques, aujourd'hui on est arrivé au point que la Sonara peut être mise à jour et développée. Bon, moi je reviens sur la structure des prix. Moi je crois qu'aujourd'hui, le gouvernement a bien fait de ne pas accepter qu'on aille vers un risque social. Parce que ce serait un trouble à l'ordre public si c'était aussi brutal. Mais en attendant de voir demain, il faut qu'on se mette tout de suite à réfléchir sur une politique industrielle qui nous permet, parce qu'on a beaucoup plus de pétrole qu'on pense. On a beaucoup de pétrole. Vous comprenez? Bon, ce n'est pas le sujet du jour. Donc demain, il faut qu'on raffine et qu'on maintienne les prix raisonnables pour la satisfaction des industries, de l'agriculture et tout le monde, parce que le pétrole est au centre de tout cela. Si on laisse une augmentation barbare de prix du pétrole, on crée une déflagration systémique. Et je termine en disant, le FMI, son objectif, c'est la présentation de ses résultats, de ses prêts, de la manière dont on contrôle. Nous, on doit construire un État dans la paix sociale. Et nous n'avons pas les mêmes objectifs. Absolument. Et je pense que là, le gouvernement a fait preuve plutôt de courage et n'a pas cédé au chantage. Alors, Léonard, du coup, moi, j'interroge un peu le rôle des acteurs, notamment les traders. Quand on sait que souvent, chez eux, là, on prend souvent crédit. Il faut le dire. Je veux dire que ce n'est pas souvent en cash. Maintenant que la tension, elle est mondiale. Non, ils ont les banques. Que c'est le plus offrant qui peut être le premier servi. Est-ce que leur rôle ne fait pas partie de ces inconvénients qui pèsent
sur le prix. Avant de répondre à cette question, vous avez promis de me passer la parole pour terminer tout à l'heure. Donc, vous avez la parole. Pour terminer d'abord. Non, déjà, pour revenir au problème de stockage que posait M. Ombazing, il faudrait dire qu'en fait, on ne peut pas non plus stocker de manière illimitée. Non, les capacités de stockage sont limitées. C'est par rapport à des objectifs de consommation, des objectifs de sécurité. Parce qu'il y a ce qu'on appelle les stocks de sécurité qui, eux, sont là pour certains problèmes. Là, il y a les stocks de fonctionnement qui doivent pouvoir couvrir un certain nombre de jours. Et au-delà de tout ça, il y a les bacs de stockage qui doivent être disponibles. Donc, je crois que si on veut aller dans son sens, où parce que les prix sont bas, il faut faire des stocks, on n'en sortira pas. Sinon, oui, on va transformer tout le Cameroun en bac de stockage. Mais monsieur Tchoukoumé, comment font... Attendez, quand vous parlez, je vous laisse parler. Quand c'est mon tour, laissez-moi aller au bout. Donc, pour revenir à ce que disait monsieur comme tout à l'heure, il disait qu'on ne peut pas imposer certaines choses aux marketeurs. Quand je parlais de favoritisme que le FMI manifeste à leur endroit. Quand j'ai commencé à parler de la partie basse de la structure des prix, la partie dite libéralisée, c'est elle qui concerne les rubriques concernant les marketeurs. On va vous dire là, par exemple, frais généraux. Après, on vous dit coulage. On vous dit entretien. On vous donne des termes bidons qui sont en fait des répétitions de plusieurs thèmes. Donc, vous avez des doublons dans cette partie dite libéralisée des marketeurs. C'est là qu'il faut agir. Si au lieu de faire des frais généraux imaginaires, des frais financiers imaginaires, des coulages imaginaires, des frais d'entretien qui font doublon avec les frais d'entretien, avec les frais d'assurance, les frais généraux, je veux dire, on ramène tous ces éléments à leur réalité. Ça va avoir un grand impact sur la subvention, un impact en réduction. Donc voilà des mesures. Et quand je l'ai proposé en 2018, à l'issue du rapport du 30 août du FMI, quand il a fait sa vue du mois de l'année 2018, au terme de l'article 4, je crois que le gouvernement était prêt à le suivre. Mais c'est encore le FMI qui a dit on ne touche pas à ce qui concerne les marketeurs. Pourtant, il y a des doublons là qu'on peut corriger et réduire la subvention. Mais par contre, à ce moment, le FMI était d'accord et demandait que tous ces éléments soient révisés à la hausse. Donc, on aurait augmenté le manque à gagner la subvention aux produits pétroliers en relevant ces rubriques. Le FMI nous propose... Vous étiez en train de parler des achats à crédit. Absolument. Et autres là. Disons que, normalement, il faut dire actuellement qu'en réalité, c'est le ministère de l'eau et de l'énergie qui négocie les importations. Et la Sonara et autres distributeurs vont venir acheter ce que le minier aura négocié. Donc, une des conditions dans ces négociations, depuis quelque temps, c'est les lettres de crédit. Donc, il n'y a plus de crédit. C'est à l'époque, il y a longtemps, on achetait à crédit. Ça s'appelait paiement undertaking. Okay. Il fallait payer dans les 60, 90, 120 jours, 150 jours. Mais aujourd'hui, c'est les lettres de crédit à 60, 90, 120 jours. Donc, on ne peut pas, ce n'est pas vraiment du crédit quand c'est les lettres de crédit. Si, c'est du crédit, mais il est bancaire. Mais bon, c'est un autre débat. Oui. C'est la banque qui supporte le gap. Oui, non, moi, ce que je veux dire, en fait, c'est qu'il ne faudrait pas qu'on ait l'impression ici que l'affaire du carburant est une affaire qui n'est pas de notre responsabilité. C'est-à-dire que au jour d'aujourd'hui, quoi qu'il en soit, nous ne pouvons pas commander le travail des traders. Les traders, c'est comme des conseillers financiers, mais qui sont là uniquement pour habiter sur des marchés, des produits, des matières premières. Ils achètent, ils vendent, c'est leur job. Ils sont sur les marchés, ils analysent, ils font une analyse économique, des situations, l'environnement, pour dire que moi, si je peux t'acheter à tel ou tel prix. Ça, c'est le travail. C'est les traders, ils achètent et ils vendent. Bon, maintenant, comment vous pouvez être ici et commander le travail que ces gens... Il y a des choses pour lesquelles on ne peut pas agir. Puis nous sommes quand même d'accord que nous avons accepté que nous faisons partie de l'économie du marché. C'est-à-dire qu'on peut tout faire, mais c'est l'offre et la demande. Bon. Maintenant, pour moi, ce qui est important de dire aujourd'hui, c'est que, et ça j'insiste là-dessus, c'est que si on n'avait pas pris à la légère, parce qu'au Cameroun, j'ai bien l'impression qu'on prend beaucoup de choses à la légère. Oh. Je parlais tout à l'heure du patriotisme, ce n'est pas moi qui l'ai écrit, hein. Je pense que c'est dans la SND 2030, on dit le patriotisme économique. C'est quoi ça? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à chaque fois qu'un Camerounais se trouve face à une situation, face à un choix, il faut qu'il regarde d'abord l'intérêt général. Mais ce qui se passe aujourd'hui, et l'impression que moi j'ai, c'est que, et là je vous rejoins là-dessus,
c'est que ces gens-là ils ne seront jamais contents que le Cameroun ait une usine qui raffine. Parce qu'une fois qu'on a cette usine qui raffine, c'est à gagner pour ces traders et ces marketeurs, puisqu'ils ne vont plus travailler pour nous. Nous allons notre pétrole qu'on va produire sur place, qu'on va raffiner, et c'est peut-être le moment où nous allons aussi créer nos propres traders, parce qu'en réalité, pour que ce marché marche, il faut que nous soyons là capables de pouvoir raffiner sur place pour le vendre à l'extérieur. Mais au jour d'aujourd'hui, moi j'ai l'impression que tout est fait pour qu'on ne pense pas comment en sortir. Le tout, ce n'est pas de dire que l'État ne doit plus faire. Est-ce que le Cameroun a la capacité d'en sortir pour que dans un an, on ne parle plus d'histoire de subventions? Parce que, je vous dis, en Libye, tous les pays qui produisent le pétrole, le litre n'est pas à 200, n'est pas à 100, n'est pas à 50 francs, n'est pas à 150 francs. Mais ce n'est pas passé en Angola, c'est un peu dans le même prix que chez nous, peut-être même plus. Le prix est bas parce que ces pays-là livrent le pétrole à la raffinerie à des prix arrangés. Ce n'est pas au cours international. Or, au Cameroun, la raffinerie achète le pétrole brut au prix international. C'est pour ça que je dis, okay, il faut donc qu'on arrête d'aller acheter ce pétrole. Pour moi, c'est ça la solution, parce que si nous ne voulons plus subir cette situation de prix que nous ne maîtrisons pas, que nous ne pouvons pas contrôler, je crois que la solution, c'est de dire qu'on essaie d'abord de raffiner notre pétrole, et si maintenant on est en manque, qu'on puisse donc importer le gap. Mais on ne peut pas faire que vous avez du pétrole chez vous, et vous ne maîtrisez pas. Pour moi, c'est une priorité des priorités. Martin, je vais dire quelque chose contre moi-même. Je reviens en analyse comparée, parce qu'on ne peut pas faire l'économie de cela. Là, nous sommes en train de débattre des instruments industriels. Avant qu'on revienne sur le fait qu'en fait, l'évolution du prix du pétrole nous est imposée par l'actualité depuis le Covid et tout le surenchérissement de transport maritime et même l'assèchement des lieux pour le côté du pétrole. Mais il n'est pas inintéressant de comparer pourquoi est-ce que nous qui avions le pétrole, nous n'avions pas une raffinerie qui produisait autant de bénéfices que la Côte d'Ivoire à l'époque qui n'avait pas de pétrole. Et je vous dis, puisque je connais les comptes des entités des deux pays, la raffinerie de Côte d'Ivoire était beaucoup plus rentable, c'est-à-dire mieux gérée que la raffinerie Carimé. Il ne faut pas... Je m'excuse, monsieur Dikouma. Oui, il y a une petite nuance là-dessus, c'est que la raffinerie de Côte d'Ivoire avait déjà ce qu'on appelle l'hydrocracker. L'hydrocracker, c'est l'équipement que la Sonara veut pouvoir installer dans son projet de modernisation. Je vais arriver, monsieur Dikouma. Une fois qu'on aura l'hydrocracker, ça change tout. Monsieur Dikouma, il y a plus de 20 ans que je suivais les comptes de la CIR et regardais les comptes de la Sonara. Pourquoi à l'époque on n'a pas acheté l'hydrocracker? Pourquoi on n'a pas acheté? C'est ça ce qu'on appelle une erreur industrielle. Et quand vous avez une erreur industrielle, et en plus que l'instrument qui doit produire des recettes n'est pas géré de façon compétitive, on arrive à des situations où cet instrument ne vous sert pas beaucoup. Parce que ce que Martin est en train de dire, c'est que si nous avions une ou plusieurs raffineries adaptées à toutes les qualités de pétrole que nous avons, nous aurions moins de pression dans l'approvisionnement en carburant que nous pouvons subir maintenant. Mais moi, je suis différent de Martin parce que lui, il est social-démocrate, moi, je suis libéral. Hein. Je ne crois pas que ce soit le rôle des institutions financières internationales de venir se mêler des relations entre le vendeur et l'acheteur en matière de trading. Et dans un marché libéral. Oui, et que quand on est soumis à cette pression, ça veut dire qu'ils nous tiennent quelque part. Et donc, ça fait qu'on se retrouve devant une situation, ils viennent vous dire où vous devez dépenser votre argent. Parce que c'est de ça qu'il s'agit là maintenant. Mais ils ne vous disent que ça parce que vous leur devez de l'argent ou ils vous ont permis d'avoir l'argent par ailleurs. Je pense que nous allons vers une situation pour être court dans cette histoire où l'État va soutenir les prix pour maintenir la paix sociale et maintenir la structure de l'économie d'ailleurs, puisque ça peut déstructurer tous les autres secteurs, parce que si les brassicoles se mettent à acheter un pétrole surenchéri, j'appelle pétrole tous les gens gazoil et tout, ils vont augmenter les prix de la bière. Et si les industries de savonnerie, si on en avait encore, achètent, elles vont augmenter. Camara va augmenter. Tous les transporteurs par route vont augmenter les prix. Exact. Les transporteurs de marchandises augmentent. Donc, même les voyageurs, les voyageurs personnes physiques vont payer le prix de transport. Et l'inflation qu'on vit en ce moment va davantage. Alors, moi je pense que nous n'avons pas encore atteint, et j'ai souvent ce débat avec Martin, le taux d'endettement de pays ayant la même taille que nous. Nous faisons que doubler actuellement, nous passons à combien? À 12 000
milliards. Bon, on est encore en capacité et nous avons une signature qui est respectée, mais je crois qu'il faut qu'on engage une politique stratégie industrielle parce que comme Martin le disait, sur les conseils du FMI et la Banque mondiale, on a bradé des entreprises qui nous seraient d'un service incroyable aujourd'hui. Donc pour sortir de ce premier thème. La Sonel, par exemple, serait d'une utilité incroyable aujourd'hui. Pour sortir du premier thème, ce sera la question de sortie. On est plus ou moins tous d'accord qu'on ne peut pas tenir longtemps. Enfin, que le gouvernement a bien fait. Non, c'est pas qu'on n'est pas d'accord. Moi, je dis qu'on peut tenir longtemps. Parce que si on décide de ne plus subventionner, qu'est-ce qui va se passer? S'il y a des groupes sociaux, cela veut dire que l'activité a arrêté. Tout ce que nous payons, tout ce que les recettes fiscales qu'il y a aujourd'hui, il n'y en aura plus. Oui, par contre, on va dépenser plus d'argent pour aller acheter les armes. Mais docteur, on va réduire la subvention. On ne peut pas supprimer ça à zéro. En tout cas, on ne va plus subventionner à 600 milliards. Si on supprime cette subvention, l'argent, cet argent qu'on dépense pour la subvention, on va le dépenser multiplié par 10 pour acheter les armes. Parce que c'est à ça qu'on va arriver. Comment ça? Pour maintenir l'ordre. Vous m'avez dit n'est pas fait la politique. Bon. Et puis moi, je voulais faire un commentaire sur la proposition du FMI. Parce que le FMI propose de passer aux filets sociaux. Ils disent qu'on peut financer, on donne de l'argent en espèces à 177 000 personnes, comment ils disent ça, vulnérables. C'est un vieux projet qui n'a jamais marché. Non, ils disent que pour 2023, on va passer à 220 000. Personne n'aura on supprime la subvention, on passe à 220 000 filets sociaux. Mais ça, c'est une aberration parce que le problème, la subvention des produits pétroliers ne profite pas seulement à 220 000 personnes, comme ça profite à toute la population. Comme on a dit tout à l'heure, le transport, l'électricité, tout est impliqué. Donc, si on ne le fait pas, à un certain moment, peut-être pour maîtriser le coût de l'électricité ou le coût de transport par chemin de fer, le gouvernement va se retrouver obligé de subventionner Eneo, de subventionner Camrail, pour que les prix soient stabilisés. Donc on déplace qu'il y a une société étrangère. Et Eneo qui lui-même a des centres de production d'électricité qui sont à base de gaz. C'est pour ça que je dis que ça va impacter son prix. Moi, je crois que le gouvernement a pris la bonne décision, mais je ne crois pas qu'on puisse tenir longtemps si on reste comme ça. Donc, il faut prendre cette décision pour stabiliser, mais en même temps avoir des stratégies pour que ça ne devienne pas une pression de trésorerie qu'on ne peut pas tenir. On ne peut pas donner 600 milliards chaque année, rien que pour le pétrole. Le chantage que le FMI fait, c'est 45 milliards. Est-ce que le Cameroun a 45 milliards près? Non. Si on ne suit pas ces instructions, les 45 milliards qui sont promis à la fin de la mission, on ne les a pas. Mais on ne les aura pas. On peut les avoir. On peut avoir beaucoup plus que ça. Mais donc, on ne peut pas rompre avec le FMI. Je sais que... Non, je ne dis pas de rompre avec le FMI. Je dis seulement que si on réussit à avoir plus que 45 milliards sans 45 milliards du FMI, le FMI reviendra vers nous. On l'a vu. Il y a les questions de tenir. Oui, on l'a vu avec, par exemple, l'Ompanga. Au départ, le FMI ne voulait pas du barrage de l'Ompanga, mais quand on s'y est engagé, ils sont revenus, ils ont financé. L'Ompanga produit quelle quantité d'énergie maintenant? Puisque vous approuvez ce genre de... C'est un débat. On sort de la question aussi. Il ne produit rien. Ce que je veux dire, c'est que je ne peux pas d'accord avec ce que dit M. Dikoumé. Et je suis d'accord avec Hervé. On ne peut pas continuer. Il faut que ça s'arrête. 600 milliards. Il n'y a pas que le pétrole. Le Cameroun a un problème aujourd'hui de production. Il faut booster la production agricole. Est-ce que vous pouvez vous imaginer si cet argent... Mais pour vous relancer, M. Dikoum me dit que la menace du FMI pourrait compromettre 45 milliards qu'ils accorderaient au Cameroun. Au regard, par contre, de l'impact positif que la subvention porte sur l'économie. Notre relation ne se résume pas sur 45 milliards. Vous savez, comme disait Hervé, nous n'avons pas aujourd'hui la capacité de dire que nous avons en relation avec le FMI et la Banque mondiale. Non, on n'a pas ce que je veux dire, c'est que nous ne pouvons pas continuer à penser que, année par année, on est parti de 33 milliards à 600. Il faut qu'on réfléchisse. Et pour moi, il faut absolument, comme disait Hervé tout à l'heure, nous pouvons nous endetter à hauteur de 70% de notre PIB. Nous ne sommes qu'entre 40 et 45. Non, on est à 30. Donc nous avons encore... Mais nous devons aujourd'hui mettre sur pied une nouvelle raffinerie. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. C'est-à-dire qu'on ne peut pas... pétrole à WhatsApp. On ne peut pas... Vous ne savez pas, c'est qu'il y a eu un projet de nouvelle raffinerie il y a quelques années, mais ce sont des Camerounais qui ont encore bloqué ce projet. Non, mais pour le moment... Je connais. L'extension sur Charles Metouk.
Non, c'était d'accord. deux projets différents. Il y avait l'extension, la modernisation qui devait s'achever, une deuxième raffinerie à Kribi. Mais ce sont des Camerounais qui ont bloqué le projet. C'est pour cela que je continue encore à insister là-dessus, sur la SND qui parle de patriotisme. Je vous dis que nous écrivons les choses, mais j'ai l'impression que personne ne lit. On dit souvent que le noir, si tu ne veux pas qu'il sache quelque chose, mets ça sur le papier, il ne va pas lire. Martin, je ne peux pas te laisser dire ça. S'il te plaît, Tu n'es pas encore devenu jaune. S'il te plaît. Tu es noir et tu Aujourd'hui, je pense que ceux qui sont en charge de mener ce bateau qu'est le Cameroun prennent conscience des choix stratégiques qu'ils prennent. Je vous dis qu'on est en train de tergiverser. M. Dikoubé pense qu'on peut tenir. Moi, je pense qu'on ne doit pas tenir. On ne peut pas continuer à donner de l'argent à ceux qui ont le plus d'argent. Parce qu'en réalité, cet argent va chez qui? Sur les quantités. Ça va plus ceux qui ont déjà les marketeurs. Non, hein? Non. Cet argent va chez qui? Les marketeurs sur le territoire camerounais déclarent que ne sont pas bien rémunérés. Je passe sous le contrôle du docteur du commerce. Oui, allez-y. La subvention ne va pas. La subvention, c'est le consommateur final qui en profite. Oui, c'est son pouvoir d'achat. Le marketeur, lui, il est déjà bien rassasié dans la structure des prix. Oui. C'est pour ça que je dis qu'il faut dégraisser la structure des prix. Vous voulez qu'on réduise la structure des marketeurs? Il y a des doublons dans la partie marketeur, dans la partie dite libéralisée. Je l'ai même déjà écrit. Je l'ai mis dans un livre. Et ces doublons sont de quel côté? De l'autre côté ou bien? Donc vous terminez et puis on passe à autre chose. Vous terminez, Martin. Dans ce que je crois que l'heure est venue, vu la Monsieur Dikoumé n'aura pas beaucoup d'amis demain matin. Allez-y, Martin. On sort de ce débat. Pour que nous n'ayons plus à vivre ça dans 2, 3, 4 ans. Vous savez, 2008, c'était à côté. Aujourd'hui, c'est le blé, ainsi de suite. Le Camerounais est comme ça. Quand il y a des vrais problèmes, on survole. Non, l'heure n'est plus à survoler. Ce qu'il faut faire, comment faire pour que dans 12 mois, dans 24 mois, le Cameroun mette en place une raffinerie qui raffine notre pétrole. Je pense que si on le fait, on sortira de tous ces problèmes. Mais entre-temps... on diminuera, mais on sortira. Entre-temps, l'État doit continuer à mener sa politique et non le dictateur du FMI. Combien coûte, M. Dikoumé, la création d'une nouvelle raffinerie? Il faut que le Camerounais... Non, ça, c'est pas de ma compétence. Pour être complet avec cette actualité-là, il faut peut-être signaler cette communication du gouvernement suite aux perturbations d'approvisionnement en produits pétroliers observées le week-end dernier dans certaines stations-service, notamment en ce qui concerne le gazole. Le gouvernement annonce la mise en œuvre d'un certain nombre de décisions depuis le 11 juillet, qui concernent notamment le déchargement d'importants volumes de produits déjà disponibles. 28 000 mètres cubes de super, 22 000 mètres cubes de gazole et 12 500 mètres cubes de jet A1 qui sont actuellement en cours de déchargement et mis progressivement à la consommation. Par ailleurs, des volumes supplémentaires de 88 000 mètres cubes de gazole et 35 000 mètres cubes de super sont disponibles dans nos eaux et seront déchargés dans les prochains jours. Donc c'est une communication du ministre de l'Eau et de l'Énergie, Gaston Elundu Essomba. On va prendre la transition et puis on passe au deuxième thème de ce soir. Parlons de l'affaire Glencore, ce qui concerne ce groupe anglo-suisse spécialisé dans le négoce de matières premières qui a déclaré avoir versé des pots de vin d'environ 7 milliards de francs CFA à la Société nationale des hydrocarbures et à la Sonara, pardon, deux entreprises publiques au Cameroun pendant que on attend des comptes. C'est vrai, Maître Akeremouna, qui a mis l'affaire au goût du jour, a annoncé avoir été saisi par la CONAC qui dit, elle, avoir ouvert une enquête. Mais depuis, le gouvernement ne s'est pas encore prononcé là-dessus. Un peu de politique dans l'opposition demande des têtes qui sont ceux-là qui ont encaissé l'argent. La Sonara a réagi en demandant évidemment plus d'informations autour de cette affaire. Mais toujours est-il que rien ne semble bouger. Alors, Glencore, les faits datent d'environ 2004-2006 sur cette question de corruption. Bref, ils ne datent pas d'hier. Hervé? Nous sommes un pays extraordinaire. C'est-à-dire que quelques personnes décident de faire un buzz
Et ils veulent amener les gens dans tous les sens. Il s'agit d'un buzz. Il s'agit de la recherche du buzz, même si ça pourrait être une information pertinente. Glencore était déjà condamné. C'est même plus une affaire d'instruction. Vous permettez que je réponde? Allez-y. Moi, il se trouve que je connais Glencore quand il s'appelait encore Marc Rich. D'accord. Dans ma situation de banquier, je connais, j'étais installé à Genève. Ils ont vendu du riz, ils ont vendu du sucre, ils ont vendu tout. Et il se trouve que je sais aussi qu'ils ont changé de nom parce que, s'appelant Marc Rich, ils ont été impliqués dans les mêmes situations, dans les problèmes de compétition, concurrence déloyale. On appelle corruption dans la finance le fait que vous obtenez par l'argent ou par un intéressement un avantage que vous ne méritez pas. Alors, dans le cas de nos entreprises, si c'était le cas, ça voudrait dire au moins une chose, c'est-à-dire qu'on leur aurait donné du pétrole moins cher qu'il n'était dans le cours international. On ne nous explique pas ça. C'est-à-dire qu'on aurait fait quoi? Donc, oui, il peut se trouver des gens qui ont des relations avec ce genre d'entreprise, des relations qui sont condamnables du point de vue du droit pénal. Mais je crois que dire que le Cameroun, comme si c'était une politique, c'est quand même être gonflé. Glencore, pour sa défense dans la justice américaine ou la justice anglaise et bientôt néerlandaise, puisque ça concerne plusieurs entreprises, parce que sinon il est mis sur la liste, la blacklist aux États-Unis, a cru pour s'en sortir dire qu'il aurait versé de l'argent. Il peut être coupable. À des personnes, parce qu'en fait, il n'a pas dit au Cameroun, on ne peut pas corrompre tout un pays. Et il plaide coupable en disant qu'il aurait versé des pots de vin à des personnes travaillant dans des entités qui s'occupent du pétrole. Bon, M. Dukoumé nous dira comment ça se passe. Mais moi, je vais vous dire une chose. Faire du bruit sur cette affaire, c'est ignorer le commerce international. C'est comme ça au quotidien. C'est-à-dire qu'il joue sur les marges des centimes. Il nous a expliqué tout à l'heure qu'en donnant simplement 1 centime de moins, c'est beaucoup d'argent. Alors, si c'est le cas, qu'on donne les noms des gens, on ne peut pas nous empêcher de dormir ou de nous réveiller en nous disant « Demain, vous allez voir, ce sera la fin du monde ». Pour l'instant, je ne vois aucune fin du monde. C'est une tempête dans un verre d'eau. Oui, mais en attendant, peut-être la fin du monde, c'est qu'on veut savoir qui sont ceux-là qui... Écoutez, demandez à ceux qui vous l'ont dit. Yolande Dukoumé, vous, bon, je veux dire, quand on restitue un peu les faits, vous étiez encore à la Sonara. Oui. Vous avez entendu parler de cette affaire? Dites-nous alors, si vous avez entendu... Laissez-moi venir. Si je veux avoir du coup, mais devant... Vous avez entendu parler de cette affaire au moment où vous étiez en responsabilité. Vous êtes concerné? Moi, je ne suis pas concerné, mais cette affaire m'amène quand même à me poser 2 questions d'abord. La première question, c'est est-ce que Glencore, qui a déclaré avoir donné environ 7 milliards à la Sonara, la SNH, réunissait chaque fois les agents de la Sonara et de la SNH pour leur donner l'argent? À mon sens, non. Donc, dans ce cas, il faut déjà commencer par nous dire combien il a donné à la Sonara, combien il a donné à la SNH. Attendez. Là, vous refaites le procès. Non, je suis en train de développer. Je vais développer. Oui. Maintenant, la deuxième question, c'est pourquoi est-ce que ces éléments n'ont pas été classés dans la comptabilité par les divers audits légaux et conventionnels? C'est la corruption. Non, attendez. Si ça n'a pas été classé dans les comptes par les divers audits, c'est que soit ça a suivi une situation ingénieuse, comme certains journaux le prétendent, soit alors c'était pin-up, c'est-à-dire très infime. Donc, à ce niveau, donc, je vais commencer. Il faut qu'on voit. Lui, il a commencé à donner l'histoire de Glencore. Glencore, c'était une société au départ anglo-américaine. Et elle a connu un certain nombre de restructurations. Je crois en 2006, elle a déjà fusionné avec 2 géants russes. Absolument. Après l'accord du Kremlin. Exact. Donc, ça, c'était très politique. Après, en 2013, elle fusionne encore avec une autre société suisse, cette fois-ci, dans laquelle la Chine et l'Afrique du Sud détenaient d'importants capitaux, beaucoup plus la Chine. Et il a fallu l'intervention du gouvernement chinois pour que la fusion ait lieu. Elle a même été décalée, elle était prévue en 2011, elle a été décalée en 2012-2013. Donc, on se rend donc compte que, à travers l'Ukraine, les États-Unis sont opposés, la Russie a derrière elle la Chine est opposée aux États-Unis qui ont derrière eux l'Angleterre. Maintenant, je disais tout à l'heure que pourquoi est-ce que ça n'a pas été classé. Le chiffre d'affaires de Glencore en 2021, c'est 122 000 milliards de francs CFA. Si on prend les 7 milliards, on considère que ça a été décaissé une fois.
ce qui n'a pas été le cas, ça a été décaissé sur un certain nombre d'années. Ça représente à peu près 0,015% du chiffre d'affaires. Le bénéfice de 2021 est de 2700 milliards. Si on ramène les 7 milliards sur les 2700 milliards, on a 0,26%. Donc cela veut dire que les proportions sont insignifiantes. Ça fait qu'au niveau des audits légaux, l'audit légal et conventionnel ne peuvent pas s'attarder sur ce genre de choses. Parce qu'en termes comptables, ce serait soit des rabais, remises et ristournes accordés, soit des dons et libéralités, soit encore des réductions, des rabais sur volume vendu. Rabais sur volume vendu, ça a beaucoup cours aux États-Unis. Parce que le rabais sur volume vendu, contrairement aux rabais, remises et ristournes, qui ont un aspect purement commercial et qui se traduisent par une réduction du prix de vente. Eux, les rabais sur volume vendu, c'est une compensation en argent. Ça veut dire qu'on vient vous donner une valise d'argent pour le rabais qu'on vous accorde. Donc, ça fait donc ça, est-ce que c'est ça qui a été fait? On ne peut, pour le moment, on ne sait pas ce qui a été fait. Il faudrait qu'on ait un certain nombre de documents au-delà de tous ces éléments-là. Maintenant, pour avoir les éléments, qui a les éléments? Je crois que Maître Akeremon a dit que lui, il a le dossier de la procédure. Mais malheureusement, il n'a pas dévoilé. Et il a saisi la CONAC. Bon, la CONAC, quelqu'un a dit, mais la CONAC, c'était normal, puisque l'article 3 des statuts de la CONAC prévoit qu'elle peut être saisie par des personnes physiques ou morales en dénonciation. Mais par contre, aucun délai n'est fixé à la CONAC. L'article 19 dit seulement qu'il faut que la CONAC mène les investigations dans un délai raisonnable, après avoir été saisie ou après une dénonciation. Donc vous, quand vous étiez, vous n'avez pas eu connaissance? Parce que vous dites qu'il faut que ce soit tracé. Mais je veux dire, est-ce que l'argent de la corruption est tracé? Non, mais justement, c'est pour dire que s'il y a corruption, en fait, pour moi, il y a peut-être des rabais, remises et ristournes, mais le problème, c'est que ces éléments ne sont pas dissimulés dans les comptes de Glencore. Ce sont des éléments bien visibles dans les comptes de Glencore. Donc, si on en fait du bruit aujourd'hui, c'est parce que les États-Unis et l'Angleterre ont décidé qu'aujourd'hui, on va faire du tapage. Parce que je crois que dans quelques années, on va apprendre que Glencore est dissous et est remplacé par une autre entreprise, puisque la conséquence de l'opposition entre la Russie et les États-Unis. Martin. Moi, je crois que lorsqu'on parle des affaires du pétrole, 7 milliards, ça me paraît un montant vraiment dérisoire. C'est-à-dire que je ne vais pas me répéter ce que M. Dikoum a dit. Et même au Cameroun, 7 milliards, c'est quoi? C'est-à-dire qu'on ne va pas émettre un pays comme le Cameroun qui soit 7 milliards. Moi, je trouve que c'est ridicule. D'un, de deux, quelle est cette histoire où, à chaque fois, les Américains, ils aiment bien faire ça. Ils ont leur problème. Ils ont leur problème là-bas. Et puis, les pauvres vont me payer les pots cassés. Qu'est-ce que nous avons à faire dans cette histoire, le Cameroun? Le Cameroun pèse quoi? Même dans le marché mondial du pétrole, le Cameroun paye quoi? Rien du tout. Donc, aujourd'hui, moi, je pense que c'est la diversion. Vraiment, c'est la diversion. Nous avons des choses sérieuses. Vraiment, 7 milliards, c'est rien du tout pour les gens qui travaillent dans ces secteurs. Ça se joue sur des volumes, et sur du volume, 0,0 quelque chose. Lorsqu'on est un bon vendeur, vous pouvez les gagner normalement. Ça ne se cache pas. Donc, vraiment, nous faire quoi aujourd'hui qu'on va émettre le Cameroun parce qu'il y a eu une histoire de 7 milliards dans ce secteur d'activité. Actuellement, au DCS, il y a des volumes beaucoup plus importants. On n'en parle pas. Monsieur Ah oui. Je suis surpris que des gens réputés intelligents procèdent avec des méthodes qui datent du 19e siècle. La CONAC n'a rien à voir dans cette affaire. Si elle s'est réveillée pour y aller, c'est qu'elle s'ennuie vraiment. Non, pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. Je veux dire, même s'il s'agit d'un franc. Je peux aller jusqu'au bout. Allez-y. Même s'il s'agit d'un franc. S'il y a corruption... Monsieur Dipita. C'est une dénonciation. Monsieur Dipita. La CONAC a une compétence nationale. D'accord. Et cette affaire, ce sont des procédures qui sont très loin, même du continent africain. Non, l'argent est arrivé au Cameroun quand même. Ça, je peux parler. Pour le pétrole, dites-moi comment ça, mais pour l'argent, c'est comment ça circule. Moi, je vais vous révéler une chose maintenant qui pourrait intéresser les téléspectateurs. Ces structures dites de traders qui deviennent parfois pétroliers en mi-temps, qui font ceci, rachètent des puits abandonnés. C'est une activité qui est instrumentalisée, utilisée par les grandes puissances. Savez-vous que pendant qu'on a mis l'Iran
sous embargo, sous sanction. Les États-Unis traitaient avec l'Iran, achetaient le pétrole en Iran et l'Europe. La Libye. Hein? La Libye. Savez-vous que le Venezuela, que les Américains sont en train de maintenant montrer leur vrai visage pour acheter le pétrole qu'ils ont interdit à tous les autres pays d'avoir? C'est pour dire que les structures comme Glencore sont certes des entreprises à cause des milliards qu'ils manipulent par rapport à nous pauvres Africains, mais ce sont des instruments de services spéciaux qui servent à temps. Et le docteur Nkoumé l'a bien expliqué tout à l'heure, ça sort comme par enchantement quand les États-Unis et l'Angleterre, la bourse des matières premières, des mines surtout, c'est à Londres. La bourse pour l'argent, c'est à New York. Et quand ils savent que vous faites des transactions et ils veulent vous faire parler et vous ne dites pas tout ce qu'ils aimeraient savoir, comme M. Nkoumé vous a dit, quand une entreprise a dans son capital, la structure de son capital, la Chine, la Russie, l'Afrique du Sud, ben, attendez, vous plaisantez ou quoi? Pourquoi on vient s'acharner sur les Camerounais? Donnez-nous donc les noms et les montants d'argent que les Camerounais supposés auraient touché. Et c'était en contrepartie de quoi? Parce que corrompre quelqu'un, c'est obtenir un service de cette personne que vous ne méritez pas. C'est ça la définition des Nations Unies de la corruption. Donc il faut arrêter de distraire les Camerounais. On peut faire tous les procès qu'on veut à Glencore, tous les objectifs, mais je veux dire que même sur le principe, que la somme soit 1 franc, ou qu'elle soit des centaines de milliards, s'il y a quand même, si les gens sont convaincus de corruption, il faut moins qu'ils rencontrent. Mais on ne nous apporte pas la preuve. Pour le moment, on n'est pas... en fait, actuellement, les enquêtes se poursuivent. Non, je rappelle que justement, nous sommes plus au stade des enquêtes. Non, les enquêtes au Cameroun. Voilà. Au Cameroun. Mais tout au moins, il y a eu un procès. Une entreprise a plaidé coupable. Elle a été condamnée. On ne peut pas venir. Monsieur Lipita, il n'y a pas eu procès dans l'affaire Glencore. Il n'y a pas eu procès, mais je veux dire que la justice... Non, monsieur Lipita, STV est un média très sérieux, disons des choses comme ça devrait être. C'est ce qu'on fait depuis tout à l'heure. Monsieur Glencore ou messieurs Glencore ont plaidé coupable. Pour l'arrêt des poursuites, ils ont payé ce qu'ils ont payé. Pourquoi on ne donne pas le montant? Il y a une procédure, que ce soit chez les Américains ou les Anglais, lorsqu'ils vous convainquent d'avoir fait quelque chose, et plusieurs banques sont passées, quand on a dit, ah, vous avez encore, même avec des faux noms, des activités bancaires en Iran, ou en Irak, ou en truc, ça s'est passé entre vous, payez un montant. Maintenant, on peut vous faire parler pour embêter Hervé Manuel, comme qui se trouve à Douala. On dit, vous ne pouvez pas nous citer que M. Nkom aurait perçu... Glencore donc payé parce qu'il reconnaît les faits. Mais ce sont ses faits à lui. Bah voilà. Mais il n'était pas poursuivi sur le Cameroun, monsieur. Il était poursuivi sur ses activités internationales. Peut-être on a pensé qu'il a manipulé les prix des cours de matière à un moment s'il en est capable. Et Glencore ne fait pas que du pétrole. Donc vous voulez dire que sur le 100 milliards que Glencore dit avoir donné au Cameroun, ce n'est pas vrai? Mais vous dénaturez ma... moi, je dis que Glencore ne peut pas dire la vérité puisque c'est son activité, le mensonge. Ils ont peut-être donné, maintenant il faudrait qu'on retrace ces 7 milliards. Parce que pour moi, le problème va se poser sur l'utilisation de ces 7 milliards s'ils sont arrivés au Cameroun. Ils ont donné pour obtenir quoi, docteur? Non, c'est pour ça qu'il faut retracer les 7 milliards au Cameroun. Pour le moment, moi, je ne peux pas parler... Ils ont donné pour obtenir Pour moi, pour le moment, il y a des déclarations et des soupçons. Mais il n'y a pas, je ne peux pas encore parler... Voilà, on est au moins à la même longueur d'onde là. Parce que je crois que l'affaire Glencore, ça fait partie de ces chiffons rouges. Et vous-même, vous savez quelles sont les personnes qu'on vise. On n'est plus là-dedans, la transparence. Moi, je ne sais pas qui sont ceux qu'on vise. Ah ben, écoutez, puisque vous citez ces personnes-là, j'ai cité le personne. jeu est ailleurs. Les aboyeurs qui sont sur ce sujet, c'est pour montrer que le régime camerounais vendait le pétrole en dessous du prix. Normalement, c'est pas vrai. Oui, Martin. Non, je le pense encore que le Cameroun a beaucoup de sujets importants. Beaucoup de sujets importants, dont le premier thème du débat tout à l'heure. Donc, l'autre, on va prendre Eugène Niambal qui nous attend. Et je pense que je ne peux pas aujourd'hui, vu mes positions, encourager ou applaudir ceux qui prennent l'argent qui doit revenir au Cameroun. Mais toutefois, je pense qu'il faut être prudent. Prudent parce que si Glencore ciblait vraiment le Cameroun, mais ils ont tous les documents là-bas.
Ils n'ont qu'à envoyer, je sais pas. D'accord. Ils n'ont qu'à envoyer pour qu'on sache exactement. Mais moi, je pense que c'est aussi simple que ça. Ou alors le Cameroun peut, ceux qui sont en charge, qui aiment bien, peuvent solliciter de la part de leur propre chef que Guinco leur donne les documents. Mais je pense que Guinco a, comment dire, dit que ok, moi je le connais, vous me dites ceci ou ça, je paye. reconnais que dans mes activités internationales, dans 7 pays-là, c'était la Côte d'Ivoire, la Guinée équatoriale. Jean Nyambal, bonsoir. Eugène? Allô? Oui, bonsoir Eugène. Oui, bonsoir Monsieur Lipita. J'espère que vous n'avez pas... Si vous avez un écran allumé à côté de vous, vous allez peut-être baisser d'abord le volume. On va échanger par téléphone, comme c'est le cas en ce moment. Vous allez baisser le volume de votre écran, vous serez bien audible au téléphone. Est-ce que vous m'entendez bien? Je vous entends, mais j'ai un petit écho, ça va? Dans tous les cas, vous pouvez y aller. Bonsoir, merci. Merci d'être des nôtres ce soir. Vous êtes en ce moment à Abidjan, Côte d'Ivoire, pour un certain nombre évidemment d'expertise, certainement pour des questions professionnelles. Merci d'avoir accepté d'être associé à ce débat. Dans la première partie, on a fait un tour. On a essayé d'analyser la question des subventions que le Cameroun octroie aux produits pétroliers et puis cette pression du FMI, le Fonds monétaire international. Et puis on a essayé de discuter autour de l'affaire Glencore, pour laquelle l'entreprise suisse a plaidé coupable et indexé un certain nombre de structures au Cameroun. D'abord, vous allez peut-être nous faire l'analyse sur la première partie et puis on revient derrière, et la deuxième aussi. Merci beaucoup, Monsieur le député. Et j'en profite pour dire bonsoir à tous les copanélistes. Je pense en particulier à mon ami et grand frère Hervé Emmanuel Koum. Salut, Eugène. Salut. Bonsoir Martin et bonsoir Albert. Bonsoir. Oui. Donc je souhaite également saluer tous les téléspectateurs. Mon intervention portera sur 2 points. Le premier, c'est sur la proposition du FMI de supprimer les subventions au prix des produits pétroliers. Et le deuxième, c'est sur l'affaire Glencore. Avant d'aborder ces 2 aspects, j'aimerais situer le débat de ce soir dans un cadre plus global. Je pense que les défis auxquels notre pays est confronté aujourd'hui, même dans ses relations avec le FMI, sont également liés à une double crise. Il y a eu la crise du Covid, qui a fait augmenter, qui a touché toutes les chaînes de valeur, toutes les chaînes de production, et augmenté les coûts du fret. Et en conséquence, cela a entraîné une hausse des prix dans la plupart des pays. Et pendant la Covid, il ne faut pas oublier qu'aux États-Unis et en Europe, on a adopté la politique d'injection de beaucoup de crédits dans l'économie. Donc, en fait, avant la crise ukrainienne, il y avait déjà un environnement pour une hausse des prix dans la plupart des économies. Et ceci a été renforcé par la crise ukrainienne qui a amené à la hausse, qui a entraîné la hausse des prix de l'énergie. Et on sait que l'énergie touche la plupart des secteurs. Il n'y a pas que ça touche le transport, ça a une diffusion sur l'ensemble de l'économie. Ça a également amené à la hausse du prix du blé. Et le blé, chez nous, c'est le pain, c'est la farine. Et c'est là qu'on se rend compte que la Russie et l'Ukraine, à eux deux, contrôlent plus de 1/4 de la production mondiale. Ceci, donc, ayant posé ceci, mon message, c'est de dire que, en fait, ce qui est en train de se passer remet en cause tout ce qu'on nous a dit sur la manière de se développer au cours des 30-40 dernières années. Ça remet tout cela en cause. On nous a dit il faut importer tout ce que vous consommez et produire ce que les autres consomment après le repas, c'est-à-dire café, cacao et bananes.
Et on se rend compte que ces crises font que chaque pays essaye de recouvrer sa souveraineté économique aujourd'hui. Et donc, au-delà des débats avec le FMI, la crise actuelle appelle le Cameroun à réfléchir sur comment réorganiser son économie, trouver une souveraineté au niveau agricole, au niveau industriel, au niveau des services. Donc ça, c'était la première remarque que je souhaitais faire. Ceci m'amène à interroger le premier thème, qui est celui de la proposition, de la proposition du FMI. Avant de développer ma position, je dirais, d'entrer dans les détails, je dirais que ma position est simple. Je suis contre l'élimination de cette subvention en l'état actuel, mais ma position, c'est également de dire que cette position n'est pas tenable. Il faut mettre en œuvre des réformes pour réduire cette subvention à terme. Donc cela me permet de présenter les différents arguments. Alors, quels sont les enjeux? Le premier enjeu, c'est que le FMI nous dit de supprimer cette subvention qui est de plus de 650 milliards. Ceci nous donnera accès à une tranche de crédit qui est de à peu près 45 milliards. J'ai entendu des gens au Cameroun dire que cette somme est modique par rapport aux enjeux. Et malheureusement, en l'état actuel, on ne peut pas se passer du FMI parce qu'on a besoin. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on ne produit pas assez, on n'exporte pas assez, on n'a pas assez de devises. Donc les 45 milliards qu'ils donnent, c'est pas beaucoup, mais c'est de l'argent en devises qui permettent de remettre l'argent à la Banque centrale et de nous donner un peu plus de devises, parce qu'on ne paye pas la dette extérieure en CFA. Donc, ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est si on va augmenter le prix à la pompe, ça aura des conséquences sur l'ensemble de l'économie, sur le transport, sur la nourriture, sur tous les secteurs de notre économie, et ça aura en dernier lieu un impact en termes de troubles sociaux qui peuvent durablement désorganiser notre pays. Donc c'est ça qui explique ma position. Alors quels sont les arguments et ce que le FMI est en train de faire, il ne le fait pas qu'avec le Cameroun. Quand j'étais au conseil d'administration, nous avions ce débat sur tous les pays qui empruntaient les ressources du FMI. Et c'est pourquoi, à l'époque, je disais toujours que depuis que le Cameroun a eu le point d'achèvement, il devait mettre en place une discipline pour ne pas retomber dans les programmes. Alors, quelle est la position du FMI? Le FMI dit il ne faut pas qu'il y ait de subventions du tout. Il faut que les prix internationaux, ça c'est les prix de leur position théorique, il faut que les prix internationaux soient reflétés au niveau interne. Donc pas de subventions. Mais à côté de ça, il faut mettre en place des aides ciblées pour les couches les plus fragiles. Et ils disent qu'ils sont contre la subvention au prix des produits pétroliers pour deux raisons. La première, c'est qu'elle pèse sur les finances publiques. Donc, elle a un effet d'éviction, c'est-à-dire elle empêche l'État de faire ses autres dépenses d'investissement, dépenses sociales et autres pour faire face aux besoins du pays. Le deuxième argument qu'ils utilisent, c'est de dire qu'ils sont contre la subvention parce qu'elle profite plus aux couches riches de nos pays. C'est-à-dire, vous tous qui êtes sur le plateau et moi-même sommes pour le FMI, on ne devrait pas avoir ce type de subvention parce que nous sommes susceptibles d'utiliser davantage notre voiture que nos compatriotes les plus pauvres. Ça, c'est leur argument. Moi, depuis le FMI, j'ai une position claire. Je pense que c'est un raisonnement qui n'est pas adapté à nos pays du tout. Il n'est pas adapté à nos pays. Et si on va dans cette voie, on risque d'avoir des troubles sociaux. Pour mettre en place, pour prendre une décision sur la suppression de la subvention au prix des produits du pétrole, il y a trois principaux critères. Un,
Voilà, la première question qu'on se pose pour supprimer ça, c'est est-ce qu'au Cameroun, nous avons des filets sociaux comme en France, aux États-Unis ou en Europe, où l'État a des outils statistiques qui lui permettent de connaître la population, d'avoir des aides ciblées, par exemple, sur le carburant, où on peut donner à une famille de 2-3 enfants, à donner des aides alimentaires et toutes ces aides. Ça, c'est la première question. Et à cette question, je réponds non. Le Cameroun n'a pas développé au niveau des politiques sociales et des volets de sécurité. Tout le dispositif est à organiser et à renforcer. Donc le Cameroun n'est pas prêt par rapport à ça. Le deuxième point, c'est le niveau de subvention. Est-ce qu'il est soutenable ou pas? En l'état actuel, je suis d'accord avec tous les copanélistes que le niveau de subvention, il est élevé, il est insoutenable. Le troisième critère, c'est que si on maintient la subvention, est-ce qu'on a l'espace fiscal pour faire d'autres dépenses? C'est-à-dire que si on donne des subventions sur les prix du pétrole à plus de 650 milliards, est-ce qu'au niveau du budget, on aura assez de ressources pour continuer à financer l'investissement public, pour continuer à faire face aux salaires des fonctionnaires, pour développer les politiques sociales et pour payer la dette? La réponse ici également est non, on n'a pas les moyens. Mais compte tenu des risques sociaux, donc je dis, il ne faut pas aller dans le sens du FMI, parce que les propositions qu'il suggère sont plus adaptées aux pays riches qu'aux pays en voie de développement. Alors, quelles sont les solutions? J'ai écouté avec beaucoup d'attention des pistes de solutions. Je pense que la première chose, c'est, et le gouvernement a eu raison, donner la subvention pour éviter des troubles sociaux chez nous. Mais maintenant, étant donné qu'on ne peut pas maintenir ça durablement, je vois des actions à 3 niveaux. La première action, il faut revoir la structure des prix du pétrole. Pour voir comment on peut la rendre plus efficiente. Parce que cette structure de prix n'est que le réceptacle de tout l'environnement du secteur pétrolier. Ouais. C'est-à-dire, s'il y a des inefficiences ailleurs, on les verse là-dedans. Donc, il faut revoir la structure des prix. Et on a parlé, par exemple, des traders et de tous les autres. Il y a également des taxes là-dedans. Donc, il faut normalement une étude, un audit. Ça, les gens comme nous pouvons aider à le faire. On met tout le dispositif à plat pour dire voici là où il y a des doublons, voici là où on peut faire des économies. On a parlé, par exemple, des traders, on ne peut pas, et des marketeurs, on ne peut pas leur imposer des prix. Mais si on fait un audit des contrats, conventions et autres, on peut voir là-dedans s'il y a des sources d'économie à réaliser. On a parlé, par exemple, de certains prélèvements qui sont faits par la caisse de stabilisation. On a parlé du prix de transfert de la Sonara. Et il faut qu'on voie dans tout ça si la caisse de stabilisation elle est gérée de manière optimale et comment on peut faire des économies à ce niveau. Au niveau du raffinage, quand l'outil de production sera rétabli, voir comment on peut rendre, parce que le coût de revient de la Sonara ou le coût de la caisse de stabilisation, s'il y a des inefficacités là-bas, on reverse ça dans le prix et ce sont tous les Camerounais qui payent le prix de cette inefficacité. Et puis certaines taxes aussi. Bon, on a pris une mauvaise habitude comme nos partenaires français, c'est que souvent on a tendance à mettre beaucoup de taxes dans la structure des prix du pétrole, contrairement par exemple aux Américains. Donc il faut qu'on voie là-dedans ce qui peut être supprimé. Cela m'amène au dernier point pour dire que et je pense que Hervé Emmanuel a soulevé un point
point important tout à l'heure. Le dispositif de gestion du secteur pétrolier qu'on a actuellement, il date des années 70. On a la SNH qui était là pour promouvoir le secteur et puis vendre notre production à l'étranger et traiter notamment avec les gens comme Glencore. Il y a également la SCDP qui était là pour aider à mettre en place des stocks stratégiques. La Sonara qui était chargée de faire du raffinage. Et puis tous les autres acteurs. Je pense qu'il faut essayer de faire un audit de l'ensemble du dispositif pour le rendre plus efficace, pour s'assurer que la Sonara, par exemple, elle a un outil de production aussi efficient que les Ivoiriens. Ça implique concrètement qu'elle retrouve, par exemple, sa capacité à importer les produits pétroliers et qu'on reconstruise la raffinerie dans les meilleurs délais. Donc c'est un peu ma réflexion sur cette problématique. D'accord. Sur le deuxième sujet, on va embrayer, s'agissant de Glencore et cette affaire de corruption pour laquelle elle a été condamnée. L'entreprise, évidemment. Tout à fait. Merci beaucoup. Sur l'affaire de Glencore, je souhaite d'abord rappeler que le marché mondial des matières premières, il est dominé par quelques grands groupes occidentaux. Il y a Glencore, il y a Vitol, Trafigura, il y a les autres. Il se trouve que Glencore, alors ce qui est amusant, c'est que Glencore qui est aujourd'hui au tribunal, Glencore fait partie de l'initiative sur la transparence dans les industries extractives. Ça c'est une conditionnalité que le FMI et la Banque mondiale ont l'habitude de donner à nos pays, en nous disant si vous n'adhérez pas à cette initiative, c'est que vous n'êtes pas de bons gestionnaires, il n'y a pas de gouvernance dans vos pays. Alors moi, la question que je me pose depuis que ce scandale a éclaté, c'est j'espère que cette initiative, qui souvent exclut les pays africains pour corruption, j'attends de voir les mesures qu'on prendra vis-à-vis de Glencore. Cela m'amène à passer à l'autre point pour dire que c'est vrai que Glencore a des problèmes aux États-Unis avec la justice américaine, mais selon ma propre expérience personnelle, les Anglais, les Américains et surtout les Américains en particulier ont l'habitude de manipuler la justice pour faire prévaloir certains intérêts. Je ne nie pas la corruption, je pense qu'il y a eu la corruption, mais parfois il y a également un opportunisme. Sur les actions à entreprendre, bon, je pense qu'on a tout le dispositif qu'on a mis en place au Cameroun en matière de gouvernance. Je pense que j'ai appris tout à l'heure que la CONAC aurait été saisie. On a des instruments juridiques aussi là-bas. Et puis on a la possibilité de se porter partie civile aux États-Unis. Mais moi, ce qui m'importe, quel que soit ce qui s'est passé, c'est de dire que ce Glencore, il a des créances sur nos entreprises. Pour moi, tout ce qu'on pourrait faire pour faire économiser l'argent aux contribuables camerounais, je le ferai. C'est-à-dire, sans entrer dans la procédure judiciaire aux États-Unis, il est tout à fait envisageable que l'on fasse un audit des conventions et contrats de Glencore avec nos entreprises sur les 10-15 dernières années. Et s'il y a des écarts, qu'on négocie pour pouvoir réduire cette dette. Maintenant, pour revenir aux États-Unis dont j'ai parlé tantôt, je vous dis, lorsqu'ils sortent une affaire comme ça dans le contexte actuel, j'ai vécu longtemps aux États-Unis, c'est un pays, je dirais pas c'est un État voyou, mais c'est un pays qui a l'habitude de manipuler la justice. Pourquoi? Parce que moi-même, j'ai une procédure judiciaire aux États-Unis
supérieur au montant soulevé par Glencore. Je suis prisonnier au tribunal depuis 9 ans. Le juge, il y a un juge noir américain qui a amené le dossier à la retraite. Et la question, c'est quoi? C'est que lorsque j'ai quitté le FMI après m'être opposé à la fameuse affaire Géovic, pendant que je menais mes consultations avec la Banque mondiale et partout, on a utilisé une société de gardiennage du FMI qui s'appelait Alain Barton, qui a envoyé mon nom partout pour dire que je serais un danger pour la sécurité. Alors la Banque mondiale, comme j'ai des amis là-bas, on a fait une enquête, on m'a donné tous les documents. Sur cette base, j'ai amené l'affaire au tribunal. Le défendeur n'est jamais venu, il a confié l'affaire à son assurance. Et il y a un juge noir américain, Emmett Sullivan, qui s'oppose à ce que la compagnie d'assurance me paye. Ça fait 9 ans. Donc je peux pas généraliser à partir de mon expérience, mais c'est pour dire que c'est un système judiciaire qui est assez bizarre. J'ai vu des choses où les dossiers disparaissent du greffe, comme dans nos pays. Donc par rapport à Glencore, les gens peuvent vouloir lancer un message. Je ne nie pas qu'il y ait eu corruption, mais parfois les choses sont faites de manière opportuniste. Merci beaucoup. Bravo. Merci infiniment, Eugène. Merci de nous avoir accordé ce temps-là. On aurait bien voulu vous avoir un peu plus longtemps, mais vous aviez des engagements. Je pense qu'on aura peut-être tout dit dans le cadre de ces deux affaires, sauf si quelqu'un a besoin d'ajouter quelque chose. Oui, par rapport, parce que parlait tout à l'heure des moyens pour supporter la subvention au cas où on la maintenait. Je voulais dire que d'un autre, on importe les produits pétroliers qui sont subventionnés, mais de l'autre côté, on exporte le pétrole brut. Et comme les cours du pétrole brut aussi augmentent, il y a ce qu'on appelle en termes techniques les windfall profits. Okay. Parce que dans le budget, on avait prévu de vendre le pétrole brut, par exemple, à, disons, $60 le baril. Si on le vend à $90, il y a une marge qui forcément ça fait une recette supplémentaire au niveau du budget national. Moi, je voulais ajouter que ce qui se passait avec les alertes sur la pénurie, même artificielle, doit imposer une réflexion sur le transport de carburant. Moi, je crois qu'il faut que Camrail reprenne la part au nom de la sécurité des transports et pour qu'on prévienne ce genre de situation. Et je pense que M. le député devait organiser un débat dessus et inviter les transporteurs parce que ça a un coût pour la santé publique, pour la sécurité dans les transports. Et maintenant, ça a un coût parce qu'ils assèchent les stations d'essence. On ne peut pas accepter cela. Mais ça s'explique comment? Ça s'explique qu'on a laissé des camions aller chercher le pétrole à Limbé, alors qu'avant on faisait du cabotage et Camrail prenait une grosse partie, ça réduisait le nombre de voitures sur la route et ça amenait le pétrole à destination. Je vais dire quelque chose qui va faire sauter certains. Le fait que les camions transportent le pétrole entraîne des vols, des déperditions, des quantités énormes. Et aujourd'hui, la SCDP est embouteillée. Et moi, ça me gêne parce que je passe par là pour aller chez moi. Vous semblez. Disons, c'est une vérité, mais l'autre problème, c'est l'approvisionnement en temps réel. Parce que si on a approvisionné en temps réel, les camions ne vont pas stagner pendant de longues journées. Exactement. Oui, Eugène. Deux choses. La première, c'est qu'il y a une très bonne idée qui a été émise tout à l'heure, c'est que, on importe du pétrole et de l'autre côté, on exporte du pétrole. Donc, il faut essayer de voir comment on peut rendre tout ça efficient. L'une des faiblesses qu'on a, par exemple, on exporte du pétrole. Vous savez que tout est basé sur les marchés à terme que maîtrisent les Glencore et tout ça. On n'a pas développé, par exemple, une capacité en interne pour mieux comprendre, mieux maîtriser les marchés à terme des matières premières. Ça fait que parfois, quand le prix est à 40, nous on vend une production future. Et quand ça passe à 100, ce sont les Glencore et les autres qui en tirent profit. Ça crée une situation où je regardais par exemple sur le fait que nos recettes pétrolières ont augmenté d'à peu près le surplus du windfall, à peu près 244 milliards de recettes en plus. Mais là-bas, du côté de la subvention, on est à 500 et poussières.
Donc ça montre qu'il y a un effort à faire. C'est pourquoi parce que là, elle prend la masse pour faire la différence entre ce qui était prévu et ce auquel on arrive. Allez-y, même le problème de logistique dont Hervé a parlé tout à l'heure, pour me résumer, je dis, on doit moderniser la gestion du secteur pétrolier, c'est-à-dire toute la chaîne SNH, SHDP et toutes les autres, y compris les problèmes logistiques. On fait un zoom pour voir où sont les problèmes et comment on peut les régler. Et ça va aider aussi ça va impacter aussi le prix du carburant. D'accord. Alors, peut-être pour finir, la question est posée à tout le monde. Pendant combien de temps on va encore supporter ce prix-là? Cette inflation d'ailleurs qui... Pour moi, tant qu'on tient la paix sociale, il faut supporter. D'accord. Martin? Que voulez-vous que je vous dise? Nous avons assez élagué des pistes vers lesquelles on doit aller. Hein. Il faut une vraie stratégie industrielle du secteur. Et puis, il faut qu'on se mette la pression pour qu'on ait une deadline qui permet de dire que, bon, au terme de combien de temps, on va pouvoir passer des discours à la réalité. D'accord. Hervé? Vous savez, en matière de finances, la dette comme la subvention, c'est la nature de la dette ou la subvention qui rend cette dette vertueuse ou pas vertueuse. Si on fait une subvention vertueuse parce qu'on a des gains, la paix sociale, le maintien de l'économie à un niveau, c'est bien. Mais cela ne doit pas nous autoriser à dormir. C'est-à-dire, comme disait tout à l'heure Eugène, il faut qu'on rentre dans une stratégie industrielle qui nous permette de faire face. On a un mot ici toujours, efficience, comment ils appellent, résilience. Mais quand vous êtes résilient, faites en sorte que vous allez plus haut encore. Donc moi je crois que là, on a ouvert un débat, il faut que ceux qui sont dans ce secteur, je suis heureux que les jeunes qui a connaissance de l'intérieur de ces institutions se soient exprimés avec cette liberté et que ceux qui ont les oreilles entendent et écoutent. Eugène, pour terminer. Je pense que mes copanélistes ont résumé la situation. Nous sommes d'accord pour dire que, 1, il faut maintenir la subvention. 2, il faut redoubler d'ardeur au travail parce que ce n'est pas soutenable. C'est-à-dire réformer le secteur, avoir une stratégie industrielle, être plus ambitieux pour moderniser le secteur des hydrocarbures chez nous et réduire la subvention. Et plus que ça, il nous faut le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que le Cameroun a cessé de produire, d'exporter. Il faut remettre, et c'est tout ça qui se traduit en besoin de subventions, le fait qu'il n'y a pas assez de ressources, même au niveau de l'État, pour mettre en place les politiques sociales. Donc, au-delà du problème de la subvention, il faut avoir à nouveau une stratégie de souveraineté économique au niveau agricole, au niveau industriel, au niveau des services. Et ça veut dire que nous devons aussi mieux utiliser toutes nos ressources humaines et naturelles. Merci. Pour titiller un peu Hervé Manuel, comme avec ce gouvernement, sommes-nous en capacité? Réponds, Eugène. Moi, je dis oui. Oui. Hervé, là tu me demandes de prendre un avocat, c'est ça? Non, pas du tout. La parole Merci est libre. infiniment. Salut, Eugène. Non, ce que je dis toujours, c'est que on a un grand pays, on a beaucoup de ressources. Et si nous mobilisons toutes nos ressources, je vois par exemple mon frère Hervé qui est là, beaucoup de gens ne le connaissent pas. On a beaucoup de compatriotes, que ce soit au Cameroun, même dans les organisations à l'étranger. Le Cameroun on a montré même dans le domaine du foot, du sport, on a beaucoup de ressources. Au vu des défis qui se posent aujourd'hui à nos populations, il y a la pauvreté, tout ça, on doit être plus inclusif, mobiliser nos meilleures ressources. Et des gens comme nous sommes tout ce que nous avons acquis comme expérience, nous devons faire en sorte que ça profite à nos populations. Merci. Vous n'avez pas répondu. Merci à vous, Eugène.
Sommes-nous en capacité avec ce gouvernement, Martin? Vas-y, docteur. Je laisse le politicien parler. Merci infiniment, Martin Ambazing. Merci à vous, docteur Albert Léonard Dikoumé, avec Emmanuel Com. Merci infiniment. Et puis également à Eugène Nyambal. J'étais très heureux d'entendre Eugène. Qui était, ben, on espère vous avoir assez vite, hein, Eugène. Quand il faisait l'école de Ce sera encore peut-être plus pertinent, plus perspicace de vous avoir sur le plateau et puis d'en discuter. Hein. Je l'ai connu quand il était à l'école de mines à Paris. C'est un garçon brillant. Merci à vous à la maison également d'avoir suivi cette autre édition de Cactus sur table. On espère que vous en avez appris, notamment sur l'actualité en termes de subvention des produits pétroliers. Cette question revient assez souvent. Cette inflation également qui est déjà en cours. On aura certainement une émission là-dessus. Et puis l'affaire Glencore. Bonsoir et à mardi prochain.